Dans le silence immaculé de l'Antarctique, une barrière s'étend à perte de vue. Un mur de glace immense, infranchissable, sculpté par le temps et par des forces que l'on devine à peine. Là-bas, tout semble figé, mais derrière ce voile gelé se cachent des secrets qui échappent aux cartes et aux récits officiels. Loin de n'être qu'un désert de neige, le continent blanc est un sanctuaire interdit, protégé par des traités, des armées invisibles et des mystères que personne n'ose nommer. Les récits de navigateurs perdus, les archives verrouillées et les expéditions inachevées nourrissent une même impression. Quelque chose veille sur ces terres interdites. Ce mur n'est pas qu'un obstacle de glace, il est le seuil d'un monde dont l'accès semble jalousement gardé. Sous l'horizon glacé, l'océan se brise contre une paroi interminable. Une muraille blanche figée dans le temps, Femorsodix Seculate Might Or, s'élève comme une frontière entre le monde connu et un ailleurs interdit. Ceux qui l'ont aperçu décrivent une immensité verticale, une falaise de glace de plusieurs dizaines de mètres, dressée contre le vent et la mer, défiant toute tentative d'approche. Devant elle, le silence s'épaissit, comme si même les éléments hésitaient à franchir ce seuil. Ce mur n'est pas seulement une formation géologique, il est une ligne de séparation, la limite ultime de l'exploration humaine. Les récits mentionnés des premiers navigateurs qui atteignirent ces latitudes parlent d'un sentiment d'étrangeté. Les journaux de bord évoquent des ombres mouvantes, des lueurs inexplicables dans le ciel et ce vertige constant que suscite la présence d'une barrière qui semble vouloir interdire le passage. Nombreux furent de ceux qui durent rebrousser chemin, non par manque de courage, mais parce que la glace se dressait comme une réponse muette à leur témérité. Le mur blanc s'étend sur des milliers de kilomètres, encerclant le continent glacé comme un rempart naturel. Mais la question demeure. Naturelle seulement. Certains géologues affirment que ces falaises ne sont que le fruit du temps, de l'accumulation des glaces poussées par les vents et par les courants marins. Pourtant, la régularité de cette muraille, son apparente homogénéité, nourrissent le doute. Pourquoi cette frontière semble-t-elle si parfaite, si absolue, comme tracée par une volonté plus qu'un hasard ? L'Antarctique est sans doute l'endroit le plus paradoxal de la planète, à la fois le plus étudié et le plus interdit. Les cartes officielles montrent un territoire balayé par le froid, un désert glacé où la vie paraît impossible. Mais derrière ce voile, la rumeur persiste, que ce mur cache autre chose. Les explorateurs parlent d'ouverture soudaine dans la paroi, de passages visibles quelques instants avant de disparaître dans la blancheur. Comme si le continent protégeait lui-même ses secrets, révélant une faille seulement à ceux qui sont destinés à la voir. Dans les archives oubliées, certains témoignages rapportent que la lumière se réfracte étrangement sur cette barrière. Les rayons du soleil y créent des halos, des illusions, comme si la glace dissimulait des formes que l'œil ne parvient pas à fixer. Un voile mouvant, oscillant entre réalité et mirage. L'hypothèse de structures englouties, piégées dans la glace depuis des millénaires, revient sans cesse dans les écrits ésotériques et les recherches parallèles. Non pas de simples masses glacées, mais peut-être des vestiges enfouis, des restes d'un autre âge ou d'un autre monde. Ce qui intrigue davantage encore, c'est la manière dont l'accès au mur reste surveillé. Les rares expéditions autorisées sont encadrées par des traités stricts. Les zones approchant certaines parties du mur sont interdites aux curieux. Pourquoi ce besoin constant de protection, si la glace n'est qu'un amas naturel ? Officiellement, il s'agit de préserver un écosystème fragile. Mais dans le silence de l'Antarctique, les interdictions sonnent comme des barrières humaines dressées en plus de la muraille naturelle. À mesure que l'on contemple cette frontière, l'impression grandit qu'elle n'est pas seulement une limite physique. Le mur agit comme une métaphore. Il est le symbole des zones que l'humanité n'a pas le droit d'explorer, non par incapacité technique, mais par une interdiction tacite. Ceux qui franchissent trop près de ces lignes sont rappelés dans leurs récits effacés, leurs archives classées. Comme si l'Antarctique devait rester un espace blanc, une page que personne ne doit remplir. Le mystère du mur blanc trouve ses racines dans les récits des marins du XIXe siècle. Beaucoup rapportaient que les boussoles s'affolaient à son approche, que les vents changeaient brusquement de direction. Le phénomène pourrait s'expliquer par les anomalies de temps magnétique du continent. Pourtant, la répétition des témoignages donne à penser que quelque chose, au-delà du champ magnétique, perturbait les instruments. Comme une présence invisible, un champ de force qui refusait l'intrusion. L'étrangeté de ce mur ne réside pas seulement dans sa matière, mais dans l'impression qu'il dégage.
Ceux qui l'ont observé parlent d'un silence plus profond qu'ailleurs, d'un vide presque palpable. Le bruit de la mer semble étouffé, le vent paraît retenu, et le cœur lui-même se met à battre plus lentement, comme si le corps entier reconnaissait une frontière interdite. L'homme, face à cette paroi, se sent observé, mesuré, jugé par quelque chose qui dépasse sa compréhension. Dans la blancheur infinie, la lumière du soleil se reflète sur la glace comme sur un miroir. Et certains affirment avoir aperçu dans ces reflets des formes qui ne devraient pas exister, des silhouettes floues, des géométries étrangères, des fragments de vision impossibles à décrire. Était-ce le fruit de la fatigue, du froid, de la solitude extrême, ou bien la glace conserve-t-elle des mémoires, des images enfouies qu'elle libère dans ces éclats de lumière? Le mur blanc n'est pas qu'un obstacle à l'exploration physique, il est aussi une énigme spirituelle. Pour beaucoup, il symbolise la limite de la curiosité humaine, la frontière au-delà de laquelle commence l'inconnu véritable. Certains peuples anciens, sans jamais avoir vu l'Antarctique, parlaient déjà d'un monde protégé par une muraille de glace, mythe ou mémoire enfouie dans l'inconscient collectif. L'idée que la Terre garde en ses confins une frontière sacrée semble traverser les âges et les cultures. Ainsi, devant cette barrière silencieuse, une question persiste. Que protège réellement le mur de glace? Est-il la simple résultante du temps et du climat, ou bien le rempart d'un secret soigneusement caché? La science officielle offre des explications mesurées, mais derrière chaque mot se devine une hésitation, comme si certaines vérités ne pouvaient en être dites. À la fin, ce mur demeure ce qu'il est, une énigme figée dans la glace, un seuil qui n'a jamais été franchi totalement, malgré les siècles et les moyens modernes. Un rappel que la Terre n'a pas livré tous ses mystères, que même à l'ère des satellites et de l'exploration totale, il existe encore des lieux interdits, des zones que l'homme ne peut que contempler de loin. Et plus on s'approche de cette frontière, plus grandit l'impression qu'au-delà de la glace commence un autre monde. Un monde que certains ont peut-être entrevu, mais dont ils n'ont jamais rapporté les récits. Comme si le mur, dans sa froideur implacable, veillait à ce que ses secrets restent enfouis, protégés de toute curiosité. Le mur blanc n'est donc pas seulement une paroi de glace, il est une présence, un gardien muet, une frontière qui sépare l'homme de ce qu'il n'est pas encore prêt à découvrir. Bien avant que les satellites ne dévoilent des images figées de l'Antarctique, ce furent des hommes de bois et de voile qui affrontèrent tant les mers australes. Ils ne disposaient que de cartes incomplètes, de compas fragiles et d'un instinct qui oscillait entre la curiosité et la crainte. Lorsque leurs navires s'avançaient vers le sud, ils entraient dans un monde que peu avaient osé imaginer. Là où l'océan rugit d'une fureur constante, où le froid se serre autour des corps comme une étreinte invisible, ces navigateurs sentirent qu'ils approchaient d'une limite. Les récits tant les plus anciens parlent de mers saturées d'ensoleillés de brouillard, de silhouettes blanches aperçues entre les vagues et de falaises de glace se dressant soudainement, comme si la mer elle-même avait accouché d'un mur. Ces hommes issus de contrées lointaines n'avaient pas les mots pour décrire ce qu'ils voyaient. Certains parlaient de royaumes gelés, d'autres d'une barrière divine. Ce n'était pas seulement la glace qu'ils affrontaient, mais l'idée même d'un monde qui refusait d'être exploré. L'une des premières légendes maritimes qui se répandit parmi les équipages était celle d'un océan sans fin, où le sud n'offrait jamais de terre, seulement des murs de glace infinis. Les marins racontaient que les boussoles perdaient leur raison et que les étoiles semblaient s'en changer de place. Ils parlaient point de nuit où le ciel s'embrasait d'aurores irréelles, comme si le firmament lui-même annonçait une frontière. Face à l'inconnu, l'esprit cherche toujours des images, des explications. Mais dans ces mers australes, rien ne correspondait aux repères du monde connu. Les navigateurs du XVIIe siècle furent parmi les premiers à consigner dans leurs journaux la vision de falaises de glace. L'effet psychologique était immédiat, une impression d'emprisonnement. Devant eux, la mer semblait se terminer brutalement contre une paroi de cristal figé. On raconte que certains capitaines refusèrent d'avancer davantage, convaincus qu'au-delà se trouvait le vide, une chute hors du monde. D'autres, plus audacieux, s'approchèrent, seulement pour découvrir que la glace ne se laissait pas dompter. Des blocs dérivants encerclaient les navires, poussés par des courants invisibles. Le danger était constant, et la nature semblait se refermer derrière eux comme une porte. Il existe des journaux perdus, récupérés parfois dans des archives poussiéreuses, qui parlent de sons étranges. Des craquements dans la glace qui résonnaient comme des voix, des échos portés par le vent qui donnaient l'illusion de murmures humains. Était-ce le fruit de l'imagination, ou la glace elle-même, avec sa structure infinie, qui transformait les bruits en paroles fantomatiques? Ces marins, épuisés par le froid et la solitude,
se sentaient observés, comme si le mur blanc n'était pas seulement un obstacle, mais une entité qui jugeait leur intrusion. Au XVIIIe siècle, avec l'essor des grandes expéditions européennes, les explorateurs s'enfoncèrent sans plus loin. Les navires britanniques, français et espagnols traçaient de nouvelles cartes, mais toujours leurs lignes s'arrêtaient en temps devant des falaises blanches. Certains rapportaient des mirages, des cités lumineuses qui semblaient apparaître au-dessus des glaces, puis disparaissaient en un instant. Des illusions peut-être causées par les reflets de la lumière sur les cristaux. Mais dans l'imaginaire des équipages, ces visions prenaient encore la forme de mondes interdits, d'horizons habités par des forces invisibles. Les navigateurs savaient que les océans du Sud ne pardonnaient rien. Les tempêtes y étaient soudaines, les vagues plus hautes que des maisons, et le froid s'infiltrait jusque dans les os. Les pertes étaient infréquentes. Des navires disparaissaient sans jamais donner de nouvelles, avalés par les eaux et les glaces. Pourtant, malgré ce danger permanent, l'attrait de ces contrées demeurait. L'homme, depuis toujours, a été fasciné par ce qui lui échappe. L'inconnu attire autant qu'il effraie, et plus la frontière semble infranchissable, plus le désir de la franchir grandit. À cette époque, les récits des navigateurs circulaient dans les ports comme des légendes. Les marins de retour parlaient de mers hantées, de glaces mouvantes et de murailles plus hautes que des cathédrales. Certains évoquaient eux-mêmes des lumières mystérieuses au-delà du mur, comme si derrière la barrière s'étendait un monde caché, inaccessible. Les autorités maritimes souvent étouffaient ces témoignages, les réduisant à des élucubrations. Mais dans l'ombre des tavernes, ces histoires prenaient vie, alimentant la rumeur que l'Antarctique n'était pas seulement une terre gelée, mais une énigme jalousement protégée. Avec le XIXe siècle, la course scientifique et impériale poussa encore davantage vers le sud. Les grandes expéditions, équipées de moyens modernes, tentèrent de cartographier les côtes glacées. Pourtant, encore une fois, ce furent les mêmes images. Falaises de blanches, murs infranchissables. Les navires cherchaient des passages, des ouvertures dans cette barrière, mais à chaque tentative, la glace se refermait. Comme si le continent se défendait, offrant un labyrinthe mouvant à ceux qui osaient s'approcher. Les témoignages de cette époque parlent aussi de phénomènes étranges dans le ciel, des aurores si intenses qu'elles donnaient l'impression d'un voile vivant au-dessus du mur. Certains capitaines rapportaient que leurs hommes, saisis par la beauté de ces lumières, tombèrent dans une sorte de transe, fixant l'horizon glacé comme si un appel invisible les retenait. Le mur blanc devenait alors plus qu'une frontière physique. Il devenait un seuil spirituel, une ligne au-delà de laquelle l'esprit humain pressentait autre chose. Il est frappant de constater que, malgré les récits, malgré les pertes, malgré les obstacles, les navigateurs continuaient à revenir, comme si une force irrésistible les poussait vers ce mur. Peut-être n'était-ce pas seulement la quête de gloire ou de richesse, mais une curiosité plus profonde, ancrée dans l'humanité elle-même, le besoin de savoir ce qui se cache derrière les frontières du monde connu. Les premiers navigateurs face à l'abîme ne laissèrent pas seulement des cartes incomplètes et des journaux tremblants. Ils léguèrent un héritage d'inquiétude et de fascination. Chaque fois que leurs navires revenaient au port, chargés de récits étranges, ils alimentèrent une question qui n'a jamais cessé de hanter l'esprit humain. Pourquoi ce mur est-il là, et qu'est-ce qu'il protège ? Aujourd'hui encore, leurs mots résonnent comme des échos lointains, car ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont pressenti, demeure enfoui sous les glaces. Leurs voix, perdues dans le vent austral, semblent encore chuchoter aux oreilles lourdes de ceux qui s'approchent du mur blanc. Et dans ce chuchotement se cache une invitation voilée, un appel à franchir l'abîme, malgré la peur, malgré le silence. De ce face-à-face entre l'homme et la glace naquit une obsession qui allait marquer les siècles suivants. Car si les navigateurs furent les premiers à contempler le mur, d'autres viendraient après eux. Mieux équipés, plus ambitieux, porteurs de projets grandioses. Et pourtant, malgré la science et la puissance, le mystère demeurerait. Comme si l'Antarctique, dans sa blancheur infinie, avait décidé de rester inviolé. Et c'est dans cette continuité, de génération en génération, que le mur blanc passa de simple obstacle à symbole d'interdit. Ce que les premiers navigateurs avèrent aperçu de loin devint le centre d'un récit planétaire, une énigme qui hante encore la mémoire collective. Leur confrontation avec l'abîme n'était que le début d'une longue série de tentatives, toutes marquées par la même conclusion. La glace garde ses secrets. Bien avant que les navigateurs ne s'aventurent vers le sud glacé,
L'humanité portait déjà en elle l'idée d'un continent perdu, enfoui dans les confins du monde. Les civilisations anciennes, sans jamais avoir vu ces terres, en parlèrent avec des images voilées, comme si la mémoire de l'Antarctique avait traversé les siècles sous forme de légendes. Ce qui surprend, c'est la récurrence d'un même motif. Une terre entourée de glace, protégée par des forces invisibles, et gardienne de secrets trop anciens pour être révélés. Chez les Grecs, certains philosophes évoquaient l'existence d'une terre australe nécessaire à l'équilibre du monde. Aristote et plus tard Ptolémée imaginaient déjà une contrée lointaine, symétrique au nord, destinée à maintenir l'harmonie de la Terre. Ils n'avaient pas de preuves, seulement une intuition géographique. Pourtant, cette idée ne s'éteignit jamais. Elle se transforma en mythe, celui d'un territoire inaccessible, situé aux limites du connu. Pour les hommes de l'Antiquité, ce continent du Sud n'était pas seulement une hypothèse, il était une frontière sacrée. Dans les récits hindous, on trouve l'écho de régions de glace où les dieux enfermèrent des savoirs interdits. Certains textes parlent de montagnes de cristal et de mers figées, comparables à la description d'un mur glacé. Les traditions bouddhiques aussi mentionnent des royaumes cachés, enfouis dans les confins du monde, protégés par des barrières infranchissables. Ces récits, bien qu'éloignés géographiquement, semblent partager une même mémoire symbolique, l'idée d'un espace gardé, réservé aux dieux ou aux initiés. Les peuples nordiques, eux, parlaient des terres du Sud comme d'un miroir inversé de leur propre contrée. Dans les sagas, il est question de régions où le froid devient éternel, où des murailles de glace marquent la fin du monde navigable. Pour ces peuples marins habitués aux mers impitoyables, l'existence d'une limite glacée était une évidence. Les dieux y plaçaient des créatures endormies, des forces qui ne devaient jamais être réveillées. La glace n'était pas seulement un obstacle naturel, elle était une prison sacrée. Même dans les traditions bibliques, certains commentateurs ont vu dans les passages obscurs des Écritures des allusions à des régions interdites, gardées par le gel. Le livre de Job parle du trésor et du trésor de la neige et des denses réserves de glace, des lieux où Dieu enfermait les forces de la création. Des exégètes y ont vu des références voilées à un monde situé aux extrémités, hors de portée des hommes. Ces images, bien que symboliques, résonnent étrangement avec la description de l'Antarctique, où l'abondance de glace semble justement conserver quelque chose comme un trésor enfermé. Dans les cartes médiévales, cette mémoire mythique prit la forme d'illustrations. Certains portulans montraient au sud un vaste continent, parfois nommé Terra Australis Incognita. On y voyait des montagnes, des fleuves, des animaux fabuleux. Ce n'était pas une observation, mais une projection de l'imaginaire collectif. Pourtant, ces dessins rappellent les mythes anciens. La conviction que le Sud cache quelque chose d'immense, d'inaccessible, qui équilibre le monde, mais qui doit rester voilé. L'un des récits les plus troublants est celui de l'Atlantide. Bien que décrite par Platon comme une civilisation engloutie, certains auteurs plus récents ont suggéré que l'Atlantide ne se trouvait pas dans l'Atlantique, mais au sud, prisonnière sous la glace. Si l'on suit cette hypothèse, l'Antarctique ne serait pas seulement une terre vierge, mais le tombeau d'un ancien monde. Cette idée, bien qu'ésotérique, résonne avec les mythes universels. Derrière les barrières de glace se tiendrait la mémoire d'une humanité disparue, une connaissance effacée par le temps mais conservée dans le froid éternel. Chez les peuples autochtones d'Amérique du Sud, certaines traditions orales évoquent des hommes venus du Sud, porteurs de lumière et de savoirs étranges. Ils seraient arrivés de régions glacées, vêtus différemment, et auraient transmis des connaissances avant de repartir. Ces récits, transmis de génération en génération, posent une question. Comment des peuples isolés pouvaient-ils inventer l'idée d'un Sud habité, alors que nul n'avait exploré ces terres? Peut-être s'agit-il d'une mémoire lointaine, fragment d'une histoire effacée par le temps? Les mythes anciens ne décrivaient pas seulement une terre inaccessible, ils la désignent souvent comme protégée. Protégée par des murailles, par des forces surnaturelles ou par des gardiens invisibles. Cette idée rejoint étrangement l'expérience des navigateurs modernes, qui décrivent le mur de glace comme une frontière jalouse. Le parallèle entre les légendes et les observations réelles nourrit une impression dérangeante. Et si les anciens savaient déjà, d'une manière ou d'une autre, ce qui se cache dans les confins du monde? Il est possible que ces récits soient nés d'un inconscient collectif, d'un archétype universel. L'homme, depuis toujours, pressent des limites. Dans son imaginaire, il projette ses peurs et ses désirs sur des régions inaccessibles,
Mais il est aussi possible que ces mythes soient les échos déformés d'un savoir ancien transmis à travers les âges comme une rumeur persistante. La glace de l'Antarctique serait alors le voile ultime, celui qui recouvre une vérité trop ancienne pour être oubliée, mais trop dangereuse pour être révélée. Ce qui frappe dans tous ces récits, c'est la convergence. Des civilisations séparées par des océans et des siècles parlent d'un même motif, un monde caché, gardé par des forces que l'homme ne peut affronter. Que ce soit la terre australe des Grecs, les royaumes gelés des Nordiques, les trésors de glace des Écritures ou les souvenirs d'hommes venus du Sud chez les peuples amérindiens, tous décrivent la même frontière. L'Antarctique devient alors le miroir de ces légendes, une terre réelle qui semble confirmer l'intuition des anciens. Aujourd'hui, la science trace des cartes précises et observe la glace par satellite. Mais ces outils n'effacent pas la mémoire des mythes. Au contraire, ils la rendent tout en plus troublante. Car plus nous voyons l'Antarctique avec nos yeux modernes, plus nous retrouvons les images anciennes. Une barrière infranchissable, un territoire interdit, un monde où le silence règne en maître. Les mythes ne disparaissent pas, ils se transforment. Et dans ce cas précis, ils semblent résonner, avec une force particulière, comme si le passé chuchotait à travers la glace. Ainsi, l'Antarctique n'est pas seulement un désert gelé, il est une mémoire collective, un lieu où les mythes anciens trouvent une matérialité troublante. Ce que les anciens imaginaient, ce que les légendes protégeaient se dresse encore aujourd'hui dans les falaises de glace. Et cette continuité, entre la parole des anciens et le silence des glaces, laisse entrevoir une énigme qui dépasse les siècles. Les mythes, souvent considérés comme des fables, deviennent alors des cartes invisibles. Ils ne décrivent pas seulement un lieu, mais une interdiction. Ils disent à l'homme « Il existe une frontière que tu ne dois pas franchir ». Et dans le murmure des glaces, ce message semble encore résonner. L'Antarctique est le gardien d'un savoir enfoui, et les mythes anciens, loin d'être des inventions naïves, apparaissent comme des avertissements. Et tandis que les navigateurs modernes affrontaient le mur blanc, ils marchaient peut-être dans les pas d'un récit bien plus ancien. Un récit qui, depuis toujours, prévenait que derrière les barrières de glace se tient quelque chose que l'humanité n'est pas prête à rencontrer. À la fin de la première moitié du XXe siècle, le monde venait de traverser 2 guerres mondiales. Les frontières avaient été redessinées par le feu, les alliances bouleversées par la peur et la conquête. Dans ce climat de méfiance et de rivalité, l'Antarctique surgit soudain comme un espace étrange, à la fois convoité et inaccessible. C'était une terre immense, vierge de nations, riche en promesses mais prisonnière d'un climat implacable. Et c'est là, au milieu de ce désert blanc, qu'eut lieu l'un des accords les plus mystérieux de l'histoire moderne, le traité de 1959. Ce traité signé à Washington regroupa 12 nations, dont les plus puissantes de l'époque. Les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France, l'Australie, l'Argentine, le Chili et d'autres. Ces pays, souvent adversaires sur tous les autres continents, décidèrent ici d'une chose singulière. Personne ne posséderait l'Antarctique, personne n'y établirait de souveraineté, et toute activité militaire y serait bannie. En pleine guerre froide, alors que les armées s'affrontaient partout, ailleurs, ce pacte de silence apparaît comme une anomalie. Pourquoi cette unanimité soudaine ? Pourquoi cette volonté commune d'effacer toute revendication ? Officiellement, le traité avait pour but de préserver l'Antarctique comme une terre de science et de paix. Il interdisait les armes, les bases militaires, les essais nucléaires. Il garantissait la liberté de recherche scientifique et la coopération internationale. Mais derrière ce discours idéaliste, une question persiste. Qu'est-ce qui pouvait bien motiver des nations en guerre froide à abandonner leurs ambitions sur un territoire si vaste ? Pourquoi cet accord rapide, sans affrontement, sans contestation durable ? Certains historiens évoquent la crainte d'une nouvelle rivalité armée, cette fois sur les glaces, qui aurait pu dégénérer. Mais d'autres pointent les zones d'ombre. Les explorations militaires précédentes, notamment l'opération High Jump, menée par les États-Unis en 1946 à 1947, avaient en révélé quelque chose. Cette expédition colossale, composée de dizaines de navires et de milliers d'hommes, fut officiellement un exercice d'entraînement. Pourtant, son abrupt arrêt, ses pertes inexpliquées et les silences qui suivirent nourrissent encore les spéculations. Qu'ont-ils vu ? Qu'ont-ils affronté ? Et surtout, est-ce cela qui a conduit, quelques années plus tard, à verrouiller l'Antarctique par un traité international ? Le texte du traité semble clair, mais ses implications sont troublantes. Il interdit toute appropriation, mais il autorise certaines installations scientifiques.
Depuis, des bases se sont multipliées, chacune sous le contrôle d'un pays signataire, mais toutes surveillées par une logique commune. Rien ne doit sortir de ces terres sans l'accord des puissances. Les informations sont partagées, certes, mais elles sont aussi filtrées. Les découvertes majeures ne parviennent que rarement jusqu'au grand public. L'Antarctique, c'est devenu une bibliothèque fermée dont seuls quelques gardiens détiennent la clé. L'un des aspects les plus intrigants réside dans la longévité de ce traité. Plus de 60 ans après sa signature, alors que les rivalités mondiales n'ont cessé de se raviver, l'accord demeure intact. Aucun autre territoire n'a bénéficié d'un tel consensus. L'espace a été militarisé, les océans disputés, les déserts revendiqués. Mais l'Antarctique, lui, reste figé dans une neutralité artificielle, comme si une loi non écrite interdisait à l'humanité d'y pénétrer véritablement. Les défenseurs du traité affirment qu'il s'agit d'une victoire de la raison, un exemple rare où les nations ont su dépasser leurs conflits pour préserver un bien commun. Mais certains voient dans ce verrouillage une autre logique, celle de la dissimulation. Car si l'Antarctique ne recelait que de la glace et du froid, pourquoi tant d'efforts pour le protéger des regards ? Pourquoi ce besoin constant de contrôler chaque expédition, chaque recherche, chaque information ? Le traité stipule que tout est ouvert à l'observation mutuelle. Chaque pays peut inspecter les installations d'un autre. Mais cette transparence apparente cache une réalité plus complexe. Les inspections sont rares, préparées, limitées. Les zones interdites existent bel et bien, officiellement pour des raisons de sécurité ou de préservation environnementale. Mais elles renforcent le sentiment d'une barrière invisible ajoutée à celle du mur de glace. De nombreux chercheurs indépendants se sont heurtés à cette muraille administrative. Les demandes d'expédition sont soumises à des autorisations longues et restrictives. Les zones accessibles sont soigneusement balisées. L'Antarctique n'est pas un espace ouvert, c'est un territoire sous haute surveillance. Et ce contrôle, accepté sans contestation par la communauté internationale, continue d'alimenter les soupçons. Les rumeurs évoquent des découvertes tenues secrètes, structures englouties, anomalies géologiques, formes de vie enfouies sous la glace. Certaines archives militaires, déclassifiées, laissent entrevoir des informations fragmentaires, aussitôt étouffées par des explications rationnelles. Mais le silence autour du traité, sa permanence et l'absence d'ambition déclarée renforcent l'impression que ce verrouillage ne concerne pas seulement la science ou la paix. On pourrait croire que l'Antarctique, par son inhospitalité, n'intéresse personne, mais c'est l'inverse qui est vrai. Ses ressources potentielles, minérales, énergétiques, stratégiques, sont immenses. Et pourtant, aucun pays n'a jamais brisé le pacte pour les exploiter. Cette retenue, dans un monde avide, est plus mystérieuse encore que l'accord initial. Comme si une peur commune, muette et implicite, empêchait toute tentative de briser le silence. Les hommes qui signèrent ce traité savaient-ils ce qu'ils verrouillaient réellement ? Ont-ils voulu protéger l'humanité d'elle-même ou protéger quelque chose d'autre de l'humanité ? Les archives officielles n'apportent pas de réponse, mais le sentiment demeure que ce document, plus qu'un accord diplomatique, est une clé qui ferme une porte que personne n'ose rouvrir. Aujourd'hui encore, malgré les changements géopolitiques, le traité reste un pilier. Les grandes puissances continuent de respecter cette neutralité, même lorsqu'elles s'opposent sur tout le reste. Et dans ce respect silencieux, certains voient dans la preuve que l'Antarctique recèle un secret partagé. Un secret si lourd que personne ne peut le divulguer, mais que chacun s'engage à protéger. Ainsi, le traité de 1959 n'est pas seulement un texte juridique. Il est une énigme, une promesse de silence entre des nations ennemies. Un verrou posé sur un territoire immense comme si derrière ces glaces se trouvait une vérité trop dangereuse pour être connue. Ce n'est pas un traité de paix, c'est un pacte d'oubli, une frontière invisible qui s'ajoute au mur blanc, empêchant l'humanité de percer le mystère de l'Antarctique. Et derrière cette barrière politique, comme derrière la barrière glacée, persiste la même question. Qu'est-ce qui est vraiment protégé ? Marcher monte peut-être dans les pas d'un récit bien plus ancien. Un récit qui, depuis toujours, prévenait que derrière les barrières de glace se tient quelque chose que l'humanité n'est pas prête à rencontrer. À la fin de la première moitié du XXe siècle, le monde venait de traverser 2 guerres mondiales. Les frontières avaient été redessinées par le feu, les alliances bouleversées par la peur et la conquête. Dans ce climat de méfiance et de rivalité, l'Antarctique surgit soudain comme un espace étrange, à la fois convoité et inaccessible.
C'était une terre immense, vierge de nations, riche en promesses mais prisonnière d'un climat implacable. Et c'est là, au milieu de ce désert blanc, qu'eut lieu l'un des accords les plus mystérieux de l'histoire moderne, le traité de 1959. Ce traité signé à Washington regroupa 12 nations, dont les plus puissantes de l'époque, les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France, l'Australie, l'Argentine, le Chili et d'autres. Ces pays, souvent adversaires sur tous les autres continents, décidèrent ici d'une chose singulière. Personne ne posséderait l'Antarctique, personne n'y établirait de souveraineté, et toute activité militaire y serait de bannie. En pleine guerre froide, alors que les armées s'affrontaient très partout ailleurs, ce pacte de silence apparaît comme une anomalie. Pourquoi cette unanimité soudaine? Pourquoi cette volonté commune d'effacer toute revendication? Officiellement, le traité avait pour but de préserver l'Antarctique comme une terre de science et de paix. Il interdisait les armes, les bases militaires, les essais nucléaires. Il garantissait la liberté de recherche scientifique et la coopération internationale. Mais derrière ce discours idéaliste, une question persiste. Qu'est-ce qui pouvait bien motiver des nations en guerre froide à abandonner leurs ambitions sur un territoire si vaste? Pourquoi cet accord rapide, sans affrontement, sans contestation durable? Certains historiens évoquent la crainte d'une nouvelle rivalité armée, cette fois sur les glaces, qui aurait pu dégénérer. Mais d'autres pointent qu'on en est les zones d'ombre. Les explorations militaires précédentes, notamment l'opération High Jump, menée par les États-Unis en 1946 à 1947, avaient révélé quelque chose. Cette expédition colossale, composée de dizaines de navires et de milliers d'hommes, fut officiellement un exercice d'entraînement. Pourtant, son abrupt arrêt, ses pertes inexpliquées et les silences qui suivirent nourrissent encore les spéculations. Qu'ont-ils vu? Qu'ont-ils affronté? Et surtout, est-ce cela qui a conduit, quelques années plus tard, à verrouiller l'Antarctique par un traité international? Le texte du traité semble clair, mais ses implications sont troublantes. Il interdit toute appropriation, mais il autorise certaines installations scientifiques. Depuis, des bases se sont multipliées, chacune sous le contrôle d'un pays signataire, mais toutes surveillées par une logique commune. Rien ne doit sortir de ces terres sans l'accord des puissances. Les informations sont partagées, certes, mais elles sont aussi filtrées. Les découvertes majeures ne parviennent que rarement jusqu'au grand public. L'Antarctique est devenue une bibliothèque fermée dont seuls quelques gardiens détiennent la clé. L'un des aspects les plus intrigants réside dans la longévité de ce traité. Plus de 60 ans après sa signature, alors que les rivalités mondiales n'ont cessé de se raviver, l'accord demeure intact. Aucun autre territoire n'a bénéficié d'un tel consensus. L'espace a été militarisé, les océans disputés, les déserts revendiqués. Mais l'Antarctique, lui, reste figé dans une neutralité artificielle, comme si une loi non écrite interdisait à l'humanité d'y pénétrer véritablement. Les défenseurs du traité affirment qu'il s'agit d'une victoire de la raison, un exemple rare où les nations ont su dépasser leurs conflits pour préserver un bien commun. Mais certains voient dans ce verrouillage une autre logique, celle de la dissimulation. Car si l'Antarctique ne recelait que de la glace et du froid, pourquoi tant d'efforts pour le protéger des regards? Pourquoi ce besoin constant de contrôler chaque expédition, chaque recherche, chaque information? Le traité stipule que tout est ouvert à l'observation mutuelle. Chaque pays peut inspecter les installations d'un autre. Mais cette transparence apparente cache une réalité plus complexe. Les inspections sont rares, préparées, limitées. Les zones interdites existent bel et bien officiellement pour des raisons de sécurité ou de préservation environnementale. Mais elles renforcent le sentiment d'une barrière invisible, ajoutée à celle du mur de glace. De nombreux chercheurs indépendants se sont heurtés à cette muraille administrative. Les demandes termes d'expédition sont soumises à des autorisations longues et restrictives. Les zones accessibles sont soigneusement balisées. L'Antarctique n'est pas un espace ouvert, c'est un territoire sous haute surveillance. Et ce contrôle, accepté sans contestation par la communauté internationale, continue d'alimenter les soupçons. Les rumeurs évoquent des découvertes tenues secrètes, structures englouties, anomalies géologiques, formes de vie enfouissent sous la glace. Certaines archives militaires déclassifiées laissent entrevoir des informations fragmentaires, aussitôt étouffées par des explications rationnelles. Mais le silence autour du traité, sa permanence et l'absence d'ambition déclarée renforcent l'impression que ce verrouillage ne concerne pas seulement la science ou la paix. On pourrait croire que l'Antarctique, par son inhospitalité, n'intéresse personne. Mais c'est l'inverse qui était vrai. Ses ressources potentielles, minérales, énergétiques, stratégiques, sont immenses.
Et pourtant, aucun pays n'a jamais brisé le pacte pour les exploiter. Cette retenue, dans un monde avide, est plus mystérieuse encore que l'accord initial, comme si une peur commune, muette et implicite, empêchait toute tentative de briser le silence. Les hommes qui signèrent ce traité savaient-ils ce qu'ils verrouillaient réellement? Ont-ils voulu protéger l'humanité d'elle-même ou protéger quelque chose d'autre de l'humanité? Les archives officielles n'apportent pas de réponse, mais le sentiment demeure que ce document, plus qu'un accord diplomatique, est une clé qui ferme une porte que personne n'ose rouvrir. Aujourd'hui encore, malgré les changements géopolitiques, le traité reste un pilier. Les grandes puissances continuent de respecter cette neutralité, même lorsqu'elles s'opposent sur tout le reste. Et dans ce respect silencieux, certains font d'abord la preuve que l'Antarctique recèle un secret partagé. Un secret si lourd que personne ne peut le divulguer, mais que chacun s'engage à protéger. Ainsi, le traité de 1959 n'est pas seulement un texte juridique, il est une énigme, une promesse de silence entre des nations ennemies, un verrou posé sur un territoire immense comme si derrière ces glaces se trouvait une vérité trop dangereuse pour être connue. Ce n'est pas un traité de paix, c'est un pacte d'oubli, une frontière invisible qui s'ajoute au mur blanc, empêchant l'humanité de percer le mystère de l'Antarctique. Et derrière cette barrière politique, comme derrière la barrière glacée, persiste la même question. Qu'est-ce qui est vraiment protégé? À première vue, l'Antarctique semble vide, un désert infini de glace balayé par les vents les plus violents de la planète. Pourtant, derrière cette apparente désolation se cache un réseau de bases, disséminées à travers le continent. Officiellement, elles sont scientifiques, dédiées à l'étude du climat, de la faune et de la géologie. Mais à mesure que l'on s'approche de leurs histoires, une impression troublante s'installe. Certaines de ces installations ne se contentent pas d'observer la glace, elles la surveillent, comme si quelque chose devait rester invisible aux yeux du monde. Depuis la signature du traité de 1959, plusieurs pays ont implanté des stations de recherche. On les présente comme des laboratoires isolés, fragiles avant-postes de la science humaine dans un monde hostile. Mais certaines bases sont construites dans des conditions étonnantes, avec des moyens colossaux, et dans des zones où l'accès reste sévèrement limité. Des photographies aériennes montrent parfois des structures semi-enterrées, protégées par la glace elle-même, comme si leur rôle n'était pas d'observer le ciel ou le climat, mais d'échapper au regard. Certains chercheurs racontent donc que l'implantation de ces stations obéit à une logique étrange. Pourquoi placer une base dans une région où les conditions sont les plus extrêmes, alors qu'il serait plus simple de l'établir ailleurs? Officiellement, on justifie ces choix par des nécessités scientifiques. Mais officieusement, d'anciens membres d'expéditions murmurent que ces bases se trouvent à proximité de zones interdites. Cavités dans la glace, anomalies magnétiques, phénomènes lumineux répétés. Les bases seraient toutes des points d'observation discrets, établis pour surveiller ce qui ne doit pas être révélé. L'exemple de la base Vostok, construite par les Soviétiques, illustre ce mystère. Elle se situe au-dessus d'un immense lac enfoui sous 4 kilomètres de glace, isolé depuis des millions d'années. Officiellement, les forages visaient à étudier les conditions de vie extrêmes. Pourtant, les interruptions soudaines des recherches, les silences prolongés sur certaines découvertes et la rareté des données publiées alimentent donc les soupçons. Qu'ont-ils réellement trouvé sous la glace? Des bactéries inconnues, des écosystèmes préservés ou bien autre chose, quelque chose que la science officielle ne peut admettre? La base Amundsen Scott, implantée au pôle Sud, intrigue également. Ces installations modernes, financées à grands frais, sont dotées d'équipements capables de scruter le ciel avec une précision impressionnante. Officiellement, il s'agit de recherches sur les neutrinos et le rayonnement cosmique. Mais certains voient dans cette orientation une couverture, car cette base se trouve dans une zone où des anomalies atmosphériques ont été signalées à plusieurs reprises. Des pilotes évoquent des lueurs étranges, des phénomènes lumineux circulaires, comme si le ciel au-dessus de l'Antarctique était traversé par des forces invisibles. Mais au-delà des bases visibles, il existe les zones interdites, ces régions que même les expéditions scientifiques ne peuvent approcher, sous prétexte de danger ou de préservation. Elles sont marquées sur certaines cartes internes, mais rarement mentionnées publiquement. Pourquoi interdire l'accès à des portions entières de glace, alors que le continent est officiellement ouvert à la recherche internationale? Les explications environnementales ne suffisent pas à dissiper le doute, car ces interdictions concernent souvent des lieux où des anomalies ont été rapportées.
Formations rocheuses inexplicables, cavernes béantes, structures géométriques sous la glace repérées par radar. Certains témoignages parlent d'opérations militaires secrètes menées dans ces zones. Les archives déclassifiées de certaines armées montrent des vols aériens inhabituels au-dessus du continent, des exercices dont les résultats restent classifiés. Officiellement, aucune activité militaire n'est permise. Mais dans un territoire aussi isolé, qui pourrait vérifier? Des rumeurs persistent sur des bases souterraines, construites loin des regards, destinées non pas à la recherche, mais à la surveillance. Les zones interdites ne sont pas seulement géographiques, elles sont aussi documentaires. De nombreuses photographies, satellites de l'Antarctique, présentent dans des zones floutées ou censurées. Officiellement, il s'agit d'erreurs techniques, de problèmes de transmission d'images. Mais leur récurrence sur certaines régions précises entretient les spéculations. Que cache-t-on derrière ces voiles numériques? Pourquoi ces anomalies concernent-elles souvent les mêmes coordonnées, comme si une main invisible effaçait systématiquement certaines portions du continent? L'Antarctique, sous couvert de neutralité, est devenu un territoire de surveillance mondiale. Chaque grande puissance y maintient une présence, non pas tant pour explorer que pour veiller. Veiller sur quoi exactement? Sur la préservation d'un écosystème fragile, disent dans les textes, mais dans le murmure des archives et des récits, une autre réponse se dessine. Veiller à ce que rien ne franchisse le mur de silence, que les découvertes ne se transforment pas en révélations. On raconte qu'au cours des dernières décennies, certains scientifiques revenus d'expéditions ont été réduits au silence. Leurs travaux, parfois prometteurs, disparaissaient avant publication. Leurs témoignages se noyaient dans le scepticisme officiel. Quelques-uns isolés par les vents d'ombres immenses aperçus sous la glace de structures géométriques impossibles à expliquer, de signaux électromagnétiques provenant des profondeurs. Mais ces voix s'éteignèrent rapidement, recouvertes par le bruit des explications rationnelles. Ainsi, l'Antarctique ressemble à une scène étrange, un théâtre où la science se joue devant le public, tandis que dans les coulisses, quelque chose de plus lourd se dissimule. Les bases, loin d'être de simples laboratoires, apparaissent comme des postes avancés. Les zones interdites, loin d'être de simples précautions, deviennent là des frontières invisibles. Et dans ce silence organisé, le mystère se renforce. La question n'est pas seulement de savoir ce que ces bases protègent, mais pourquoi tant de nations s'accordent pour maintenir ce secret. Dans un monde où la compétition est constante, voir ces puissances coopérer pour verrouiller un territoire intrigue. Quelle vérité serait trop dangereuse pour être révélée au grand jour? Le mystère des bases secrètes et des zones interdites alimente cette impression. Derrière la glace, quelque chose veille. Et si le véritable rôle de ces installations n'était pas de comprendre l'Antarctique, mais de l'empêcher d'être compris? Depuis l'espace, l'Antarctique apparaît comme une vaste tache blanche, une immensité figée qui occupe l'extrémité du globe. Aux yeux des satellites, tout devrait être simple, des images, des données, des relevés. Pourtant, l'observation de ce continent glacé révèle une autre énigme, car si les satellites nous offrent une vue du monde entier, l'Antarctique demeure, étrangement, un territoire qui résiste au regard. Les images sont parfois floutées, incomplètes ou volontairement effacées. Derrière le discours officiel de la science et de la surveillance climatique se dessine une impression troublante. Les satellites ne se contentent pas de regarder l'Antarctique. Ils le surveillent en montrant comme on surveille un secret. Au départ, les premiers satellites, lancés dans les années 1960, avaient pour mission de cartographier la Terre entière. L'Antarctique, par son immensité, devint une cible privilégiée. Les images montrèrent dans petites falaises de glace, des étendues désertiques, des montagnes recouvertes de neige éternelle, mais elles révélèrent aussi des anomalies, des zones sombres inexplicables, des formations géométriques qui ne ressemblaient à rien de naturel. Ces photographies furent rarement publiées. Beaucoup disparurent dans des archives militaires ou scientifiques, classées loin du regard du public. À mesure que la technologie progressait, les satellites purent scruter plus profondément la glace. Leurs radars pénétraient à la surface, révélant les reliefs enfouis, les cavités souterraines, les lacs cachés depuis des millions d'années. Les découvertes furent vertigineuses, chaînes de montagnes englouties, réseaux d'eau liquide circulant sous la glace, anomalies magnétiques, d'une intensité inexplicable. Pourtant, malgré cette richesse d'informations, une part essentielle des données reste inaccessible. Officiellement, pour des raisons techniques ou de sécurité.
officieusement pour protéger ce que l'humanité ne doit pas encore savoir. Les images satellites de l'Antarctique disponibles au public portent les traces de cette dissimulation. Certaines zones apparaissent floutées, comme si un voile numérique recouvrait les détails. D'autres présentent des coupures nettes, des carrés sombres qui trahissent une intervention humaine. Ces anomalies sont souvent situées dans des régions précises, autour des côtes de l'Antarctique oriental, près de certaines chaînes de montagnes, ou dans les zones où des expéditions ont jadis rapporté des observations étranges. Le hasard ne peut expliquer cette répétition. C'est comme si un œil invisible effaçait volontairement ce que les satellites avaient rendu vu. Les agences spatiales affirment que ces défauts résultent de problèmes de transmission ou de traitement des données. Mais alors pourquoi ces défauts concernent-ils presque toujours les mêmes secteurs ? Pourquoi les images de certaines régions sont-elles mises à jour avec des décennies de retard, alors que le reste du globe bénéficie d'une observation quasi constante ? Cette inégalité nourrit les soupçons. L'Antarctique n'est pas seulement observé, il est censuré. Des chercheurs indépendants, utilisant des outils en libre accès, ont tenté d'analyser ces images. Certains affirment avoir identifié des structures aux formes régulières, semblables à des bâtiments enfouis sous la glace. D'autres parlent de lignes droites et d'angles parfaits, impossibles à attribuer au hasard de la nature. Les sceptiques rejettent toutes ces interprétations comme des illusions d'optique ou des artefacts numériques. Mais la question demeure. Pourquoi ces zones suscitent-elles toujours des anomalies d'image ? Pourquoi, au fil des décennies, aucune explication claire n'a été donnée ? Les satellites ne servent pas seulement à photographier. Ils mesurent aussi les variations du champ magnétique, la gravité, les flux d'énergie. Et là encore, l'Antarctique se distingue. Des anomalies gigantesques y sont détectées, comme si sous la glace se cachaient des masses d'une densité inhabituelle. Certains parlent de montagnes métalliques, d'autres de structures artificielles. La version officielle reste prudente. Anomalies géologiques, variations naturelles. Mais la récurrence de ces observations alimente une autre lecture. Les satellites ne font pas que regarder, ils surveillent quelque chose que l'on préfère taire. Un exemple troublant est celui du lac Vostok, découvert grâce aux relevés satellites et aux radars. Cet immense lac, enfermé sous plusieurs kilomètres de glace, est resté isolé depuis des millions d'années. Sa taille, sa profondeur et les anomalies électromagnétiques qu'il génère intriguent encore. Les données satellites montrent que cette zone réagit différemment aux instruments, comme si elle émettait un signal ou absorbait ce qui la touche. Les explications scientifiques parlent de particularités glaciologiques, mais certains voient dans ce lieu une énigme plus profonde. Et là encore, les images satellites de la région sont parmi les plus floutées, comme si l'on cherchait à détourner le regard. Derrière ces anomalies, un fait persiste. Les satellites sont dirigés vers l'Antarctique avec une intensité inhabituelle. Des programmes entiers sont consacrés à ce continent, alors qu'il est supposé n'abriter qu'un désert glacé. Pourquoi tant d'efforts pour scruter une terre stérile ? Pourquoi mobiliser des instruments de pointe pour cartographier encore et encore les mêmes zones ? Le discours officiel parle de climat, d'écologie, de recherche fondamentale. Mais le silence qui entoure certaines données laisse deviner autre chose. Les rumeurs affirment que les satellites ne sont pas seulement là pour observer, mais pour contrôler. Contrôler l'accès, contrôler l'information, contrôler ce que les hommes peuvent sans savoir du mur blanc et de ce qu'il dissimule, comme si le continent entier était un secret gardé par des yeux invisibles, suspendus dans le ciel. L'Antarctique, vu depuis l'espace, est donc une énigme, non pas parce qu'il est invisible, mais parce qu'il est trop visible. Chaque image soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Chaque omission nourrit le doute. Le continent n'est pas seulement protégé par son mur de glace et par le traité des hommes. Il est aussi protégé par un voile électronique, un silence numérique qui empêche de voir ce qui s'y cache vraiment. Et plus les satellites scrutent, plus grandit l'impression qu'ils ne cherchent pas seulement à observer, mais à dissimuler. Comme si le vide blanc de l'Antarctique n'était qu'un écran, derrière lequel se cache une autre réalité. Une réalité que l'on préfère regarder sans jamais la montrer. Parmi les ombres qui amblent l'histoire de l'Antarctique, aucune n'est aussi dense ni aussi persistante que celle de l'opération High Jump. En 1946, à peine la Seconde Guerre mondiale achevée, les États-Unis mirent sur pied une expédition d'une ampleur colossale. 13 navires, plus de 4000 hommes, des avions, des hélicoptères, du matériel militaire impressionnant.
Officiellement, il s'agissait d'une mission d'entraînement en conditions extrêmes, destinée à préparer les troupes américaines à la guerre polaire. Mais derrière cette justification banale, quelque chose ne cadre pas. Pourquoi mobiliser une telle armada quelques mois seulement après la fin du conflit mondial pour affronter un désert de glace? Les archives de l'opération parlent d'études géologiques, de relevés cartographiques, d'essais logistiques. Mais les témoignages des participants et le déroulement même de la mission dessinent une autre histoire. L'expédition, prévue pour durer plusieurs mois, fut brutalement écourtée après seulement quelques semaines. Des pertes humaines eurent lieu, certains avions furent détruits dans des circonstances floues, et le retour précipité de la flotte nourrit les rumeurs. Officiellement, les conditions météorologiques extrêmes expliquent pour cet échec. Officieusement, un silence lourd recouvre les véritables raisons. Certains marins ayant participé à l'opération racontèrent, des années plus tard, des événements troublants. Ils parlaient soit d'anomalies climatiques soudaines, de vents changeant brutalement de direction, d'équipements brouillés par des interférences mystérieuses. D'autres évoquaient des lueurs dans le ciel, des objets se déplaçant à une vitesse impossible, surgissant puis disparaissant au-dessus des falaises de glace. Ces récits, souvent rejetés comme des exagérations, s'accumulent pourtant au fil du temps. Ils laissent entrevoir que l'opération High Jump ne fut pas seulement confrontée à la nature implacable, mais à quelque chose d'autre, de plus dérangeant. L'amiral Richard Byrd, figure emblématique de l'exploration polaire et chef de la mission, ajouta à l'étrangeté du récit. Lors de son retour, il donna une série d'entretiens, dont certains furent rapidement censurés. Dans l'un d'eux, il affirma que l'Antarctique représentait un enjeu stratégique immense, et que de nouvelles menaces, capables de se déplacer d'un pôle à l'autre avec une rapidité stupéfiante, pourraient mettre en péril la sécurité mondiale. Ces propos, mystérieux et inquiétants, furent rapidement minimisés, replacés dans un contexte plus rassurant. Mais ceux qui les ont lus y virent un aveu voilé. Byrd avait vu quelque chose que l'opinion publique n'était pas prête à entendre. Les souvenirs de cette opération se déploient comme des fragments épars. Certains équipages parlèrent d'une mer qui semblait s'ouvrir sous leurs navires, comme si des cavités immenses se cachaient sous la glace. D'autres rapportèrent des échos étranges détectés par les sonars, comme des structures solides dissimulées dans les profondeurs. Les avions envoyés en reconnaissance auraient aperçu, selon des témoignages non confirmés, des ouvertures béantes dans les falaises, donnant sur des vallées intérieures protégées du froid extrême. Ces descriptions, bien que contestées, coïncident avec d'anciennes légendes évoquant des mondes cachés au sein du continent blanc. Le retour précipité de l'expédition renforce le mystère. Les États-Unis, forçant qui avaient investi des moyens gigantesques, mirant brusquement fin à la mission. Les archives officielles évoquent des pertes matérielles insurmontables et des conditions impossibles. Mais pourquoi alors ce silence persistant? Pourquoi cette absence d'explication précise sur les incidents? Les rapports publics sont lacunaires, les témoignages contradictoires. On a l'impression d'un récit volontairement morcelé, comme si l'on voulait que la vérité se dissolve dans la confusion. Après l'opération High Jump, une ombre de suspicion plana durablement sur l'Antarctique. Beaucoup virent dans le traité de 1959 une conséquence directe, la volonté de verrouiller un territoire trop dangereux pour être laissé librement accessible. L'opération, en dévoilant trop, aurait précipité la décision des grandes puissances de contrôler le silence autour du continent. Le lien entre cette expédition militaire et l'accord diplomatique qui suivit reste officieusement nié, mais les coïncidences sont trop nombreuses pour ne pas alimenter le doute. Dans les récits non officiels, l'opération High Jump se teinte parfois d'accents mythiques. Certains parlent de combats aériens entre les avions américains et des objets inconnus, surgissant du néant puis disparaissant dans les nuages. Ces récits, difficilement vérifiables, persistent néanmoins dans les témoignages recueillis auprès de certains anciens soldats. Ils décrivent encore des vitesses inhumaines, des manœuvres impossibles à réaliser avec la technologie de l'époque. Était-ce le fruit d'hallucinations, d'erreurs dues au stress? Ou bien les hommes d'High Jump ont-ils affronté un phénomène que le monde moderne refuse encore d'admettre? Quoi qu'il en soit, l'impact psychologique fut immense. Beaucoup de ceux qui participèrent à l'opération gardèrent le silence toute leur vie, comme si le poids de ce qu'ils avaient vu dépassait leurs mots. Ceux qui parlèrent le firent par bribes, souvent à la fin de leur existence, comme si la glace les avait marqués d'un sceau invisible. Leur peur n'était pas seulement celle du froid ou de la mort, mais celle d'un secret trop lourd à porter.
Aujourd'hui encore, les souvenirs de l'opération High Jump alimentent les zones d'ombre de l'histoire. Des chercheurs, des journalistes, des passionnés tentent de reconstituer les fragments, mais chaque réponse ouvre une nouvelle question. Pourquoi mobiliser une telle armée pour une simple expédition scientifique? Pourquoi ce retour précipité? Pourquoi ce silence, cette dissimulation constante des données? L'opération ressemble à une pièce manquante dans le puzzle antarctique, une pièce que l'on garde délibérément hors de portée. Le mur de glace, déjà mystérieux par sa nature, devint après High Jump un symbole encore plus opaque, car si l'on mobilise des flottes entières pour l'affronter, si l'on risque des vies pour sonder ses abords, ce n'est pas seulement pour tracer des cartes ou étudier la neige. C'est parce que derrière lui se trouve quelque chose que l'humanité n'est pas encore prête à connaître. Les souvenirs de l'opération High Jump sont comme des échos lointains, portés par le vent austral. Ils parlent d'hommes envoyés dans l'inconnu, revenus avec des regards hantés et d'un monde décidé à verrouiller leur histoire. Ils rappellent que l'Antarctique n'est pas seulement une terre vierge, mais un théâtre invisible où se jouent l'enfeu des drames que l'on ne raconte pas. Et dans ces silences, une impression demeure. L'opération High Jump ne fut pas un échec logistique. Elle fut une rencontre. Une rencontre avec quelque chose qui dépassait la logique humaine. L'Antarctique, vaste continent recouvert de glace, semble immobile, figé dans une éternité blanche. Pourtant, sous sa surface gelée, il respire autrement, par des pulsations invisibles, par des champs d'énergie qui échappent aux explications simples. Depuis le début des explorations scientifiques, les instruments déployés sur ce territoire enregistrent des perturbations étranges, des anomalies mais qui défient les modèles habituels. Les aiguilles d'avant-pointe des boussoles se dérèglent, les mesures magnétiques s'affolent, les radars renvoient des membres des échos impossibles. C'est comme si la glace recouvrait un cœur vibrant, une force inconnue que la Terre dissimule sous ses plus épaisses murailles. Les premières observations d'anomalies magnétiques remontent au XIXe siècle. Les expéditions maritimes rapportaient déjà des déviations inexpliquées, des instruments incapables d'indiquer une direction stable. Les navigateurs parlaient entendre d'un sud qui se brouillait, d'un espace où le monde semblait perdre ses repères. On attribuait alors ces perturbations à la proximité du pôle magnétique. Mais à mesure que les relevés s'accumulaient, certains constatèrent que ces anomalies, ne se concentraient pas seulement autour du pôle. Elles se dispersaient en zones précises, comme si le continent cachait sous son manteau glacé des masses gigantesques différentes du reste du monde. Avec l'arrivée des radars et des satellites, ces anomalies prirent une forme plus troublante. Dans certaines régions, les relevés montraient sans cesse des signaux nets, des structures régulières enfouies profondément sous la glace. Ce n'étaient pas seulement des montagnes, mais des géométries. Des angles trop parfaits, des alignements trop précis pour être le fruit du hasard. Officiellement, la science évoqua des formations rocheuses inhabituelles. Officieusement, les murmures se firent insistants. Et si l'Antarctique abritait sous sa glace des vestiges d'un monde oublié? L'une des découvertes les plus mystérieuses fut faite dans les années 1970, lorsque des relevés magnétiques détectèrent une anomalie gigantesque sous la terre de Wilkes, à l'est du continent. Cette zone, longue de plusieurs centaines de kilomètres, présentait des valeurs de densité et de magnétisme incompréhensibles. Certains scientifiques parlèrent d'un impact météoritique colossal, d'autres d'une chaîne de montagnes enfouies. Mais d'autres hypothèses circulèrent discrètement, celle d'une structure artificielle d'une taille inimaginable, enterrée sous des kilomètres de glace. Depuis, les images satellites de cette région montrent souvent des distorsions, comme si un voile numérique persistait à la masquer. Au-delà des anomalies biomagnétiques, il y a les cavités. Les radars pénétrant la glace ont révélé l'existence de vastes grottes, de réseaux souterrains où la température dépasse parfois le point de congélation. Ces cavités pourraient abriter des lacs, des poches d'air, des formes de vie isolées comme Sanso depuis des millions d'années. Mais elles alimentent aussi une rumeur persistante, celle de mondes souterrains, de refuges cachés à l'intérieur même du continent. Certains récits la parlent de vallées entières, protégées par des dômes de glace où la végétation existerait encore, comme si la Terre avait conservé des fragments de son passé lointain. Les témoignages des explorateurs modernes renforcent ce mystère. Certains pilotes racontent avoir aperçu, en survolant des zones interdites, d'immenses ouvertures circulaires dans la glace, semblables à des portes. Ces visions rapidement étouffées ont nourri les théories de structures artificielles, peut-être des entrées vers des cavités intérieures, peut-être les vestiges de civilisations perdues ou quelque chose de bien plus ancien.
Les sceptiques parlent de simples effondrements, mais le caractère récurrent de ces observations intrigue. Ce qui rend ces anomalies si dérangeantes, c'est la manière dont elles semblent surveillées. Les zones où elles apparaissent coïncident souvent avec des secteurs interdits d'accès. Les bases scientifiques proches deviennent soudain des points stratégiques. Les satellites, eux, montrent des images floutées ou censurées précisément dans ces régions, comme si une main invisible s'assurait que le mystère reste enfoui. L'hypothèse d'un monde souterrain en Antarctique n'est pas nouvelle. Depuis des siècles, les mythes de nombreuses cultures parlent de royaumes enfouis sous la terre, protégés par des montagnes ou par la glace. L'idée d'une terre creuse, même si elle semble fantaisiste aux yeux de la science officielle, continue de hanter l'imaginaire collectif. Et l'Antarctique, par ses anomalies et ses cavités, semble être le lieu idéal pour entretenir ce rêve interdit. Mais au-delà des légendes, il y a les faits. Les relevés magnétiques, les anomalies radars, les cavités gigantesques. Tout cela existe réellement. Et même si la science officielle propose des explications naturelles, l'accumulation de phénomènes inexplicables dessine un tableau troublant. Peut-être que sous la glace se cache quelque chose qui précède notre mémoire, une trace de temps immémoriaux que le froid a figé mais non effacé. Certains chercheurs marginaux affirment que les anomalies magnétiques seraient les signatures d'anciennes technologies, de structures téléconstruites avant l'englacement du continent. D'autres pensent qu'elles signalent la présence de matière inconnue, peut-être même non terrestre. Rien ne permet de le prouver, mais le silence qui entoure ces découvertes alimente cette impression. Si tout n'était qu'explication géologique, pourquoi tant de précautions, tant d'interdictions, tant de zones floutées ? L'Antarctique n'est pas seulement un désert glacé, c'est un livre fermé, dont les pages souterraines sont soigneusement cachées. Chaque anomalie est comme une phrase effacée, chaque cavité comme un mot rayé. Le mur blanc n'est donc pas seulement une barrière verticale, il s'étend aussi sous nos pieds, sous des kilomètres de glace, dissimulant une profondeur interdite. Les mystères souterrains et magnétiques rappellent à l'homme sa petitesse. Nous croyons tout connaître, mais un simple dérèglement d'aiguille, une simple déviation de radar suffit à montrer que le monde nous échappe encore. L'Antarctique nous renvoie cette vérité avec brutalité. Il y a sous la glace des choses que nous ne pouvons pas expliquer, et peut-être que nous ne devons pas expliquer. Ainsi, chaque expédition, chaque satellite, chaque mesure scientifique ne fait que renforcer l'impression que le continent blanc protège plus qu'il ne montre. Ces anomalies magnétiques ne sont pas des erreurs sans nain, elles sont des indices. Ces cavités ne sont pas de simples creux, elles sont des portes, mais des portes fermées, gardées par la glace et par le silence des hommes. Et dans cette immensité figée, le mystère demeure. Qu'y a-t-il réellement sous l'Antarctique ? Une mémoire de la Terre, une cicatrice cosmique ou bien une vérité qui dépasse l'imaginaire humain ? Dans les confins glacés de l'Antarctique, le silence prend une forme particulière. Ce n'est pas seulement l'absence de voix humaine ni le souffle coupé du vent, mais une impression plus profonde, comme si le continent entier retenait son secret. Depuis des siècles, cette impression nourrit une hypothèse fascinante. Et si sous les glaces, dans les profondeurs ou derrière le mur blanc, existaient des mondes cachés, non pas seulement des grottes ou des vallées isolées, mais de véritables royaumes invisibles protégés de la curiosité des hommes. La théorie des mondes cachés ne naît pas seulement de l'imagination. Elle prend racine dans les anomalies observées par les explorateurs, dans les récits contradictoires des expéditions et dans les légendes anciennes évoquant des terres préservées aux extrémités du globe. Beaucoup affirment que l'Antarctique ne se contente pas d'être un continent glacé, mais qu'il fonctionne comme une barrière, un voile masquant un espace encore intact, peut-être habité par des formes de vie oubliées ou par des héritages d'un autre âge. Certains chercheurs marginaux, au fil du XXe siècle, évoquèrent l'idée d'une terre creuse. Selon eux, l'Antarctique abriterait des ouvertures vers des cavités gigantesques, menant à des environnements souterrains. Officiellement, cette hypothèse est rejetée, qualifiée de fantasme. Pourtant, les découvertes de cavernes immenses et de lacs sous-glaciaires renforcent l'idée que le continent possède bel et bien un monde intérieur. Dans ces poches isolées depuis des millions d'années, la vie pourrait avoir évolué de manière unique, hors du regard de la surface. Ces vallées préservées sont comme des échantillons d'un monde parallèle, et chaque nouvelle découverte alimente l'impression que l'Antarctique est bien plus qu'un désert figé. La théorie des mondes cachés ne se limite pas aux hypothèses souterraines.
Certains explorateurs parlent d'ouverture soudaine dans la glace, de passages visibles un instant avant de disparaître, comme des portails naturels vers des régions inaccessibles. Des pilotes auraient fort rapporté avoir vu, à travers des trouées dans les nuages, des étendues verdoyantes entourées de falaises de glace. Ces témoignages, toujours contestés, reviennent pourtant avec une étrange régularité. Peut-être s'agissait-il de mirages, peut-être de simples illusions dues au reflet du soleil sur la neige, mais dans la mémoire de ceux qui les ont vus, l'impression demeure. L'Antarctique cache plus qu'il ne montre. Les maths anciens trouvent un écho particulier dans cette théorie. De nombreuses cultures, éloignées les unes des autres, parlent de royaumes souterrains, d'îles perdues protégées par les glaces, ou de civilisations disparues enfouies au sud. Le parallèle entre ces récits et les anomalies modernes intrigue. L'Atlantide, par exemple, parfois évoquée comme engloutie dans l'Atlantique, et par d'autres associée à l'Antarctique. Certains affirment que la glace a emprisonné les restes d'un monde antérieur au nôtre, préservant son souvenir dans le silence blanc. Ces récits, qu'ils soient un mythe ou intuition ancienne, viennent renforcer l'impression que l'Antarctique n'est pas seulement un espace géographique, mais un seuil. La science, elle, avance des explications plus mesurées. Les cavités immenses, dit-on, sont dues à l'activité volcanique. Les anomalies magnétiques proviendraient de formations géologiques particulières. Les mirages, eux, seraient de simples illusions optiques. Pourtant, ce qui trouble, ce n'est pas seulement la nature de ces phénomènes, mais la manière dont ils sont entourés de silence. Les données sont souvent incomplètes, les images satellites floutées, les explications publiées en retard ou de manière fragmentaire. Comme si, derrière la façade rationnelle, quelqu'un s'assurait que le mystère reste entier. Cette impression nourrit la théorie des mondes cachés. Si tout n'était que phénomènes naturels, pourquoi tant d'efforts pour les dissimuler ? Pourquoi tant de zones interdites ? Pourquoi cette coopération internationale inhabituelle, où même les nations ennemies s'accordent pour garder l'Antarctique sous surveillance ? Peut-être parce que, au-delà de la glace, il existe quelque chose que l'humanité n'est pas prête à découvrir. Certains récits d'expéditions évoquent la possibilité de vallées préservées, chauffées par des sources géothermiques, où la glace fond en profondeur et crée des écosystèmes isolés. Ces régions seraient des poches de vie où plantes et animaux auraient survécu au-delà du temps. Officiellement, la science reconnaît l'existence de telles poches, mais elle reste discrète sur leur étendue réelle. Et si certaines de ces vallées étaient bien plus vastes qu'on ne le dit ? Et si elles abritaient non seulement la vie, mais des traces de civilisations disparues ou des indices d'une histoire humaine plus ancienne que celle que nous connaissons ? Les mondes cachés de l'Antarctique ne sont peut-être pas seulement géographiques, ils sont aussi symboliques. Le continent incarne l'inaccessible, l'inconnu, le silence. Il nous rappelle que, malgré nos cartes et nos satellites, il existe encore des frontières que nous ne pouvons franchir. Et ce seuil, cette limite imposée par la glace et par les traités, nourrit l'idée que ce qui se cache derrière est trop important pour être révélé. L'Antarctique devient alors une métaphore du secret universel, un voile posé sur une vérité que nous pressentons sans jamais la toucher. Ce qui trouble encore davantage, ce sont les témoignages liés aux anomalies magnétiques et aux cavités souterraines. Certains scientifiques, revenus d'expéditions, parlent de signaux étranges détectés sous la glace, de pulsations régulières comme des battements. Était-ce un phénomène naturel ou le signe d'une structure artificielle enfouie depuis des millénaires ? Ces données, rarement publiées, disparaissent souvent dans des archives inaccessibles. La répétition de ce schéma alimente le soupçon que l'Antarctique cache bien un monde parallèle, volontairement tenu hors de notre portée. La théorie des mondes cachés ne cherche pas seulement à expliquer l'Antarctique, elle interroge notre rapport au savoir. Pourquoi avons-nous besoin de croire qu'il existe encore des lieux interdits ? Peut-être parce que le monde moderne, cartographié, exploré, surveillé par les satellites, semble avoir perdu son mystère. Et l'Antarctique, par son silence, nous rappelle que tout n'est pas encore révélé, qu'il reste des zones où la curiosité humaine s'arrête devant un mur infranchissable. Mais si ces mondes existent réellement, qu'impliquent-ils ? L'idée qu'il existe, sous nos pieds, ou derrière la glace des royaumes ignorés, remet en question notre vision de la Terre, notre histoire, notre science. Elle suggère que nous vivons à la surface d'une réalité plus vaste, dont nous n'apercevons que des fragments. Elle ouvre la possibilité que nous ne soyons pas seuls, non pas dans l'espace, mais dans les profondeurs mêmes de notre planète. L'Antarctique, avec ses
Avec ses falaises de glace et ses anomalies souterraines, reste la scène privilégiée de cette hypothèse. Ces mondes cachés, qu'ils soient réels ou symboliques, incarnent l'interdit et l'inconnu. Ils rappellent à l'homme que la vérité n'est pas toujours à sa portée, et que certains secrets sont jalousement gardés par le silence du monde. Et plus nous avançons dans la modernité, plus ces mondes invisibles prennent une dimension troublante. Car si la science finit par confirmer l'existence de cavités immenses, de vallées les préservées, de réseaux souterrains, elle ne fera qu'approcher le cœur du mystère. Mais ce cœur, peut-être, restera toujours voilé. L'Antarctique ne nous dit pas ce qu'il cache, il nous invite seulement à pressentir. Et dans ce pressentiment, une vérité se dessine. Les mondes cachés ne sont pas seulement derrière le mur de glace, ils sont aussi dans notre incapacité à accepter que l'univers nous dépasse encore. Dans l'histoire moderne de l'Antarctique, ce ne sont pas seulement les navigateurs perdus ou les expéditions militaires avortées qui alimentent le mystère. Ce sont aussi les voies plus discrètes, et celles des chercheurs, des géologues, des climatologues, des biologistes qui, après avoir travaillé sur le continent, sont revenus chargés de données troublantes. Certains n'ont rien dit, d'autres ont parlé trop fort et leur carrière s'est brisée. Quelques-uns, enfin, ont disparu du discours public, comme si leur découverte avait été engloutie par le même silence que celui qui règne sur les glaces. L'Antarctique est officiellement un laboratoire ouvert, un terrain neutre où les nations collaborent. Mais cette façade cache une réalité plus nuancée. Les chercheurs y travaillent en rame sous des protocoles stricts, leurs déplacements sont limités, leurs observations soigneusement encadrées, les données qu'ils collectent sont transmises, filtrées, centralisées. Beaucoup de scientifiques témoignent que leurs travaux, une fois remis aux institutions, leur échappent. Certaines parties ne sont jamais publiées, certains résultats ne réapparaissent que sous une forme modifiée, expurgée. Le chercheur devient un simple témoin, et non le narrateur de ses propres découvertes. Les témoignages les plus troublants viennent de ceux qui ont quitté ce système. On trouve dans de rares conférences, dans des journaux marginaux ou dans des entretiens confidentiels, les traces de leurs inquiétudes. Ils parlent de phénomènes qu'ils n'ont pas eu le droit de décrire, anomalies magnétiques si intenses qu'elles rendaient tous les instruments inutilisables, cavités détectées par radar mais immédiatement classées, sensibles, signaux électromagnétiques répétitifs semblant provenir de sous la glace. Ces voix n'accusent pas, elles décrivent, mais leur simple description dérange. Le cas du lac Vostok est emblématique. Lorsque les Russes forèrent à enfouir la glace pour atteindre ce lac isolé depuis des millions d'années, les attentes aux scientifiques étaient immenses. On parlait de formes de vie inconnues, d'écosystèmes préservés. Mais au moment des premières annonces, le discours changea. Après un bref enthousiasme médiatique, le silence retomba. Peu de données furent publiées, certaines furent rapidement contestées, et plusieurs chercheurs quittèrent mystérieusement le projet. Depuis, le lac Vostok demeure une énigme, plus cité que réellement étudié, comme si son secret était trop lourd pour franchir les murs des laboratoires. D'autres exemples circulent dans les milieux scientifiques. Des chercheurs américains auraient détecté dans certaines régions de l'Antarctique des émissions radio régulières semblables à des signaux artificiels. Officiellement, ces interférences furent attribuées à des phénomènes naturels, mais plusieurs membres de l'expédition rapportèrent pensant que leurs notes furent confisquées et que leurs conclusions furent réécrites avant publication. L'histoire se répète souvent. Une découverte surprenante surgit, un silence s'installe, puis une explication rassurante finit par l'enterrer. Certains scientifiques ont payé cher leur insistance. Dans les années 1980, un glaciologue européen aurait affirmé avoir observé, au sein d'une crevasse, une structure géométrique parfaitement régulière. Sa déclaration, transmise à ses supérieurs, fut aussitôt qualifiée d'illusion. L'homme persista, tenta de publier ses observations, mais son article fut refusé par toutes les revues en majeur. Peu après, il perdit ses financements et son accès aux missions antarctiques. Sa carrière s'éteignit dans l'ombre, et son récit ne survécut que dans des entretiens isolés, recueillis par quelques journalistes indépendants. Ce schéma est troublant, non pas parce qu'il prouve quoi que ce soit, mais parce qu'il se répète. Les voix qui sortent du cadre, qui évoquent tantôt des phénomènes inexpliqués ou des observations dérangeantes, sont réduites au silence, non par la force brute, mais par l'étouffement. Les financements disparaissent, les revues refusent, les portes se ferment.
Le chercheur devient marginal, relégué aux marges d'un discours qui exige l'uniformité. Dans ce silence imposé, l'Antarctique prend une autre dimension. Il n'est pas seulement protégé par ses murs de glace et par ses traités internationaux. Il est aussi protégé par une barrière intellectuelle, une frontière invisible faite de protocoles, de censure discrète, d'autocensure aussi. Car beaucoup de scientifiques comprennent rapidement qu'il vaut mieux ne pas poser certaines questions. Les carrières se construisent grâce sur des certitudes, non sur des doutes interdits. Et dans ce jeu, le continent blanc reste à l'abri de la vérité. L'argument officiel est toujours le même. Il s'agit d'éviter la désinformation, de protéger la rigueur scientifique, d'écarter les illusions. Mais ce discours, trop souvent répété, finit par sonner comme une justification. Car protéger la science, est-ce vraiment la réduire au silence? Ou est-ce protéger un secret plus grand, que la science effleure parfois, mais ne doit jamais révéler? Le poids de ce silence se lit aussi dans les témoignages plus intimes. Certains chercheurs racontent, sans preuve formelle, mais avec une conviction étrange, qu'ils ont ressenti dans certaines zones une impression de présence. Pas seulement celle du danger naturel, mais une sensation plus diffuse, celle d'être observé. Leurs instruments enregistraient dans ses mains des perturbations, leurs nuits étaient hantées marquées par des rêves inhabituels. Leurs pensées semblaient y tourner en boucle autour de ce qu'ils ne pouvaient pas dire. Ces récits ne sont pas publiés, mais ils circulent, comme des murmures, d'une équipe à l'autre. Le destin de ces scientifiques réduit au silence renforce l'impression d'un pacte tacite. Tout ce qui touche à l'Antarctique doit rester sous contrôle. Le continent n'est pas seulement une terre glacée, il est un secret protégé par les hommes eux-mêmes. Chaque fois qu'une voix tente de s'élever, elle est absorbée par le même silence blanc. Comme si l'Antarctique avait trouvé un moyen d'étendre son mystère jusque dans les institutions humaines. Ce qui est peut-être le plus troublant, c'est que ce silence ne provoque pas de scandale. Il est accepté, intégré, presque normalisé. Les chercheurs eux-mêmes, même lorsqu'ils doutent, continuent de travailler dans ce cadre, conscients qu'ils ne peuvent rien changer. Le monde entier accepte l'idée que l'Antarctique reste neutre, scientifique, pacifique. Mais derrière cette image paisible, le verrouillage est total. Alors, que cache ce silence? Peut-être simplement des découvertes trop spectaculaires pour être publiées sans conséquence. Peut-être des vérités qui bouleverseraient notre vision de l'histoire, de la vie ou même de la planète. Ou peut-être une réalité plus inquiétante encore, que derrière la glace, il y a quelque chose qui veille et que les hommes, en le découvrant, ont compris qu'ils ne devaient n'en pas le dire. Dans ce mutisme imposé, l'Antarctique reste ce qu'il a toujours été, un miroir de nos limites. Les scientifiques réduits au silence ne sont pas seulement les victimes d'un système, ils sont les témoins d'un secret trop vaste. Leurs voix étouffées sont comme des échos lointains, portés par le vent glacé, rappelant à l'humanité qu'il existe encore des vérités qu'elle n'était pas prête à entendre. Et dans ce silence volontaire, une certitude grandit. L'Antarctique n'est pas un désert oublié. Il est un seuil, et ceux qui l'ont franchi d'une manière ou d'une autre ont découvert qu'il y a des savoirs qui doivent rester ensevelis sous la glace. Le mur de glace de l'Antarctique, par sa nature même, décourage déjà les intrus. Mais ce n'est pas la seule barrière que l'homme rencontre lorsqu'il tente de s'en approcher. Car au-delà de la glace et du froid, il existe une autre frontière, plus subtile et plus redoutable, celle imposée par les hommes eux-mêmes. L'Antarctique, loin d'être une terre libre, est surveillée, balisée, contrôlée avec une rigueur qui surprend pour un continent officiellement consacré à la paix et à la science. Cette surveillance prend la forme d'interdictions de vol, de restrictions de navigation, de bases militaires déguisées en stations scientifiques. Tout cela compose une barrière humaine, invisible mais omniprésente, qui veille à ce que personne n'aille trop loin. Dès la signature du traité de 1959, la question du contrôle fut soigneusement organisée. Officiellement, aucune armée ne devait stationner sur le continent. Mais dans les faits, les forces militaires n'ont jamais cessé d'y être présentes, sous prétexte de logistique, de secours ou de soutien aux missions scientifiques. Les avions qui transportent le matériel, les navires qui escortent les expéditions, les radars qui surveillent le ciel, tout cela constitue une infrastructure militaire discrète, toujours en veille. L'Antarctique est présenté comme neutre, mais il est quadrillé comme une zone stratégique. Les restrictions de vol sont révélatrices. Les cartes aériennes montrent que de vastes portions du continent sont interdites ou sévèrement réglementées. Officiellement, il s'agit de zones dangereuses à cause du climat ou de la difficulté à organiser des secours en cas d'accident.
mais certains pilotes affirment que ces restrictions correspondent non précisément aux régions où des anomalies géologiques ou magnétiques ont été signalées. Pourquoi interdire à des avions de survoler ces secteurs si ce ne sont que des zones désertiques de glace? Pourquoi intercepter les rares aventuriers qui tentent de s'approcher en dehors des couloirs autorisés? Les mers entourant le continent ne sont pas plus libres. Les navires doivent respecter des itinéraires précis et signaler leur position. Les patrouilles ne sont jamais avouées, mais plusieurs navigateurs indépendants racontent avoir été détournés ou surveillés lorsqu'ils s'approchaient de trop près de certaines côtes. L'Antarctique semble être un océan de glace gardé non seulement par ces tempêtes, mais par une vigilance humaine. Comme si les puissances mondiales craignaient qu'un regard curieux ne tombe sur ce qu'elles s'efforcent de protéger. Les bases scientifiques elles-mêmes jouent un rôle ambigu. Officiellement, elles sont des lieux de coopération internationale, des laboratoires isolés. Mais plusieurs d'entre elles sont équipées de systèmes de communication sophistiqués, de radars puissants, de moyens de surveillance bien supérieurs à ce qui serait nécessaire pour de simples observations climatiques. Dans certains cas, leur organisation interne ressemble davantage à celle de postes militaires qu'à celle de centres de recherche. Les nations signataires du traité se partagent ainsi la surveillance du continent, chacune contrôlant un secteur, chacune veillant à ce que personne ne franchisse les limites. Le contrôle ne se limite pas aux infrastructures visibles, il s'exerce aussi sur les informations. Les images satellites disponibles au grand public sont soigneusement filtrées. Les données scientifiques passent par des circuits officiels où elles sont triées au LinkedIn et validées avant diffusion. Les rares aventuriers indépendants qui publient parmi leurs observations sont souvent discrédités, accusés d'inexactitude ou de manipulation, comme si une machine invisible travaillait sans cesse à maintenir un discours uniforme, l'Antarctique n'étant qu'un désert glacé, sans mystère. Pourtant, ce discours s'accompagne d'une surveillance si stricte qu'il finit par éveiller plus de questions qu'il n'en éteint. Le rôle des armées est d'autant plus troublant qu'il est toujours nié. Les militaires présents sur place sont officiellement des logisticiens. Mais leurs équipements, leurs uniformes, leurs installations contredisent souvent cette version. Plusieurs témoins évoquent des zones interdites autour de certaines bases, protégées par des gardes armés. D'autres parlent d'exercices aériens menés sous prétexte d'entraînement. Si l'Antarctique est un sanctuaire scientifique, pourquoi ces précautions dignes d'une frontière stratégique? La réponse officielle est toujours la même. Il faut protéger l'environnement, éviter les accidents, maintenir l'ordre. Mais cette explication masque mal la réalité d'une surveillance qui dépasse largement ses objectifs. Car protéger l'environnement ne nécessite pas de radar militaire, ni de restrictions de vol si étendues. Éviter les accidents ne justifie pas l'interception de navires ou la censure d'images satellites. Derrière le vernis écologique, la main invisible du contrôle géopolitique apparaît. Il est possible que ce contrôle soit motivé par des raisons que l'on peut comprendre, la crainte d'exploiter prématurément un territoire fragile, la peur d'une confrontation militaire pour ses ressources immenses. Mais la manière dont ce contrôle se traduit, par le silence, la dissimulation, la surveillance constante, donne une autre impression, celle d'un secret à protéger. Comme si l'Antarctique ne devait pas seulement être préservé, mais caché. Les explorateurs modernes qui tenteront de franchir cette barrière humaine en témoignent. Certains aventuriers racontent avoir été suivis par des avions ou interceptés par des navires alors qu'ils voulaient explorer en dehors des routes autorisées. Quelques-uns affirment que leurs équipements électroniques furent brouillés, comme si une force invisible avait décidé de les écarter. Ces récits, souvent ignorés, rappellent que le mur de glace n'est pas la seule limite. Au-dessus et autour de lui, une autre barrière, humaine celle-là, veille en permanence. Cette surveillance globale de l'Antarctique ressemble à un paradoxe. Les grandes puissances, en compétition partout ailleurs, collaborent ici sans jamais briser le pacte. Elles se partagent le rôle de gardiens, comme si un accord tacite les liait au-delà de leur rivalité. Ce qui renforce l'étrangeté du continent, pourquoi tant d'ennemis historiques s'entendent-ils pour maintenir le silence? Qu'ont-ils vu, qu'ont-ils compris pour accepter de protéger ensemble ce territoire interdit? La barrière humaine, ainsi, n'est pas seulement matérielle. Elle est politique, diplomatique, psychologique. Elle entretient une image officielle et écarte toute tentative d'exploration hors du cadre prévu. Elle façonne un récit unique où l'Antarctique est réduit à la glace et au froid.
Mais derrière ce récit, les interdictions, les contrôles et les surveillances disent autre chose. Ce n'est pas un simple désert qu'on protège, c'est un secret. Ainsi, le continent blanc est enfermé dans une double prison, la glace et l'homme. L'une naturelle, l'autre artificielle. Et dans ce verrouillage, un sentiment étrange s'impose. Si tant de forces s'unissent pour empêcher l'exploration libre, c'est qu'au-delà du mur de glace, au cœur de ce silence, il y a quelque chose que nous ne devons pas voir. Au-dessus des glaces éternelles, le ciel de l'Antarctique n'est jamais vraiment vide. Même lorsqu'il semble d'un bleu pur ou noyé dans l'obscurité d'une nuit polaire, il porte en lui une atmosphère particulière, comme si l'air lui-même était habité par une mémoire. Les scientifiques parlent d'un ciel unique, où les phénomènes lumineux prennent des formes exceptionnelles, où les aurores polaires se déploient comme des rideaux de flammes vertes et rouges, où les halos solaires se multiplient en arcs glacés. Mais à côté de ces merveilles naturelles, il existe d'autres récits, plus discrets, plus troublants, ceux qui parlent d'apparitions étranges, de lueurs inexplicables, d'objets silencieux traversant les nuages. Les marins des siècles passés notaient déjà dans leurs journaux des visions singulières. Certains décrivaient des globes lumineux qui semblaient flotter au-dessus de la glace, immobiles durant de longues minutes avant de disparaître dans le vide. D'autres évoquaient des traînées incandescentes filant dans le ciel sans bruit, à des vitesses qu'aucune comète ne pouvait atteindre. Ces observations étaient souvent classées comme illusions ou interprétées comme des reflets dans l'atmosphère glaciale. Mais leur récurrence intrigue. Pourquoi tant de navigateurs, séparés par le temps et l'espace, décrivaient-ils les mêmes visions ? Avec l'arrivée des expéditions modernes, les témoignages se multiplièrent. Dans les années 1950 et 1960, alors que les nations installaient leur première base permanente, plusieurs équipes scientifiques rapportèrent avoir observé des phénomènes aériens non identifiés. Des objets métalliques, circulaires ou triangulaires, traversant le ciel antarctique sans produire de son. Des déplacements brusques, impossibles à expliquer par la technologie humaine de l'époque. Les rapports internes, envoyés aux institutions, furent souvent classés sans suite. Mais certains scientifiques, dans leurs notes personnelles, laissèrent entendre des traces de leur étonnement, parfois de leur peur. Les pilotes, eux aussi, parlent de visions étranges. Plusieurs récits évoquent des lumières qui suivaient dans leurs avions durant des minutes entières, changeant de trajectoire comme si elles observaient en. Quelques-uns racontent avoir perdu temporairement leurs instruments de navigation lors de ces apparitions, comme si une force invisible brouillait la technologie humaine. Ces témoignages ne furent jamais publiés officiellement. On les minimisa, on les expliqua par des perturbations magnétiques ou par des illusions dues aux aurores. Mais derrière ces explications, l'impression demeure que le ciel antarctique est le théâtre de quelque chose qui échappe à la logique ordinaire. Le phénomène des aurores, souvent utilisé comme justification, est fascinant en lui-même. Ces draperies de lumière, provoquées par les particules solaires rencontrant l'atmosphère, illuminent le ciel avec une intensité rare. Pourtant, de nombreux témoins affirment que ce qu'ils ont vu ne ressemblait pas à des aurores. Les aurores ondulent, se diffusent, mais ces lumières se déplaçaient avec intention, parfois en formation, parfois en silence absolu. Les différences mandées sont notables, ce n'étaient pas des phénomènes atmosphériques, mais quelque chose de distinct, d'étrange, qui semblait regarder plutôt que briller. Dans les archives de certaines bases, on trouve des notes évoquant des phénomènes aériens non expliqués. Elles sont écrites avec prudence, souvent accompagnées de phrases rassurantes, mais elles trahissent une inquiétude. Un scientifique soviétique aurait consigné en 1965 avoir observé une sphère lumineuse planer au-dessus de la base Vostok avant de disparaître à une vitesse fulgurante. Dans les années 1970, une équipe américaine aurait photographié des lueurs circulaires près du pôle sud, mais les clichés furent enclassés et ne reparurent jamais. Chaque fois, le récit est interrompu par une explication officielle, illusion, anomalie, erreur d'instrument. Et chaque fois, le doute s'installe davantage. Ces apparitions ne se limitent pas aux bases. Certains explorateurs isolés, dans leurs récits privés, parlent de nuits marquées par des lumières au loin, semblables à des feux mouvants. D'autres évoquent des lueurs surgissant derrière les falaises de glace, comme si une activité inconnue se déroulait dans les zones interdites. Ces témoignages sont difficiles à vérifier, mais leur persistance nourrit un imaginaire puissant, celui d'un ciel qui garde, lui aussi, ses secrets. Certains chercheurs ésotériques vont plus loin.
Pour eux, le ciel de l'Antarctique n'est pas seulement le théâtre d'apparitions lumineuses, mais une zone de passage, une interface entre le monde connu et un autre invisible. Selon ces hypothèses, les phénomènes observés ne seraient pas de simples anomalies, mais des visites, des traversées. Le silence et la neutralité imposés au continent serviraient alors à masquer cette vérité. L'Antarctique serait une porte et son ciel un couloir emprunté par des présences étrangères. La science officielle rejette ces interprétations, mais elle ne nie pas l'existence d'anomalies atmosphériques. Le ciel antarctique est un laboratoire de phénomènes rares, forçants, mirages complexes, halos multiples, reflets inhabituels. Ces explications suffisent à rassurer, mais elles ne dissipent pas le mystère des témoignages les plus précis. Car il est une chose de voir un halo autour du Soleil et une autre de voir une sphère métallique se déplacer silencieusement dans la nuit polaire. Ce qui renforce encore le trouble, ce sont les mesures instrumentales. Dans certaines bases, des appareils de détection ont enregistré des ondes inhabituelles, des signaux pulsés qui semblaient venir du ciel. Officiellement, on parla de parasites, d'interférences avec les satellites. Mais ces signaux, réguliers, répétitifs, ressemblent soit trop à des transmissions pour être balayés d'un revers de main. Là encore, les données furent classées et le récit public resta silencieux. Aujourd'hui encore, le ciel antarctique continue d'attirer les regards. Des satellites observent, des radars scrutent, des équipes scientifiques étudient les phénomènes lumineux. Mais les explications données au public restent prudentes, fragmentaires, toujours incomplètes, comme si l'on préférait laisser planer l'idée que tout n'est que glace et lumière plutôt que d'admettre l'existence de phénomènes qui échappent au contrôle. Ce qui est frappant dans tous ces récits, c'est la constance d'un sentiment, celui d'être observé. Les témoins décrivent des lumières qui ne se contenteront pas de briller, mais qui suivent, qui s'approchent, qui disparaissent au moment précis où on tente de les comprendre. Comme si le ciel lui-même possédait une conscience, comme si ces apparitions n'étaient pas de simples phénomènes naturels, mais des présences furtives, gardiennes du silence antarctique. Le ciel de l'Antarctique, ainsi, n'est pas seulement un espace vide au-dessus d'un désert glacé, il est un miroir reflétant l'inconnu. Ces apparitions étranges rappellent que le mystère du continent ne se limite pas à ses glaces ou à ses profondeurs, mais qu'il s'étend jusque dans l'air, jusque dans la nuit, jusque dans l'infini. Et dans ce silence lumineux, une impression grandit. Quelque chose veille au-dessus du mur blanc, quelque chose qui regarde en retour. Dans le silence glacé de l'Antarctique, le temps semble figé. Les vents soufflent, les glaciers se déplacent imperceptiblement, les saisons se succèdent dans une lenteur immuable. Mais au-delà de ce cycle naturel, il règne une impression étrange, celle d'un temps suspendu, arrêté, comme si le continent blanc conservait en lui une mémoire intacte que les hommes s'efforcent de ne pas révéler. Car si les archives racontent l'histoire des expéditions, des traités, des bases scientifiques, elles omettent souvent les détails les plus troublants. Ce qui se cache dans les marges, dans les silences, dans les pages manquantes, en dit parfois davantage que les récits officiels. Depuis les premiers navigateurs, une part des récits antarctiques s'est perdue dans l'ombre. Certains journaux de bord ont disparu, d'autres furent mutilés, effaçant les passages où les marins notaient des observations dérangeantes. Dans les bibliothèques européennes, on trouve encore des cartes anciennes qui montrent un sud bien plus détaillé que ce qu'il aurait été possible de tracer à l'époque. Ces cartes furent ensuite corrigées, simplifiées, comme si l'on avait volontairement effacé une mémoire interdite. Pourquoi tant d'effacement ? Pourquoi ce souci de réécrire l'histoire, de rendre le continent plus vide qu'il ne l'est réellement ? Le XXe siècle, pourtant riche en archives, n'échappe pas à cette logique. Les expéditions majeures laissent derrière elles des rapports épais, remplis de données climatiques et géologiques. Mais dans ces montagnes de chiffres et de descriptions, ce sont les absences qui interpellent. Là où les explorateurs évoquaient des anomalies magnétiques, des cavités gigantesques, des phénomènes lumineux, les rapports officiels deviennent soudain muets. Les paragraphes disparaissent, remplacés par des notes vagues. Les chercheurs qui avaient osé noter ces faits voient leurs travaux minimisés, leurs conclusions modifiées. Le temps, dans ces documents, n'est pas seulement gelé. Il est figé par la main de l'homme, taillé comme un bloc de glace pour cacher ce qu'il ne faut pas dire. Certaines archives, classées secrètes pendant des décennies, finissent par être déclassifiées. Mais là encore, elles portent les traces d'un effacement. Des pages noircies, des passages caviardés, des cartes incomplètes. Tout se passe comme si le récit officiel devait rester lisse, inoffensif.
Pourtant, derrière ces censures, on devine une autre histoire, celle d'expéditions confrontées à des découvertes qu'elles ne pouvaient pas partager. On parle de structures géométriques aperçues sous la glace, de vallées de verdoyantes dans des zones supposées désertiques, de signaux électromagnétiques détectés au cœur du continent. Ces récits fragmentaires, disparus des archives publiques, persistent comme des fantômes dans la mémoire de ceux qui en furent témoins. Les archives militaires sont encore plus opaques. L'opération High Jump, par exemple, ne livra jamais toutes ses conclusions. Les rapports publiés se concentrent sur des aspects logistiques, sur les difficultés rencontrées. Mais de nombreux chercheurs affirment que les sections les plus sensibles du rapport sont restées inaccessibles, classées au plus haut niveau. Que contenait ce silence ? Des preuves d'anomalies aériennes, des descriptions d'ouvertures dans la glace, des observations qui auraient bouleversé la vision officielle du continent ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Mais le fait même que ces archives restent verrouillées nourrit l'idée que le temps de l'Antarctique est sciemment gelé, retenu par ceux qui possèdent au centre les clés. Ce qui renforce cette impression, c'est la manière dont certains récits disparaissent des mémoires collectives. Des journaux intimes de scientifiques, publiés à titre privé, ont circulé par le passé. Ils parlaient pas de sensations étranges, de visions lumineuses, de bruits inhabituels dans les profondeurs glacées. Mais ces ouvrages furent vite retirés, oubliés, remplacés par des récits officiels plus rassurants. Comme si l'Antarctique devait rester un désert uniforme, sans surprise, sans mystère. Pourtant, ceux qui y ont séjourné savent que ce n'est pas le cas. Le temps qu'ils y ont vécu portait une densité particulière, une lenteur angoissante, où chaque phénomène inexplicable prenait une valeur immense. Les glaces elles-mêmes sont des archives. Elles conservent, couche après couche, l'histoire du climat, des volcans, des océans. Mais elles conservent aussi autre chose, des traces de matières inhabituelles, des résidus que certains chercheurs affirment être inexplicables. Quelques études ont évoqué des fragments métalliques piégés dans la glace profonde, d'une composition étrange. Ces résultats furent rapidement étouffés, absorbés par des explications géologiques de plus rassurantes. Mais le doute persiste. Et si les glaces, ils gardaient la mémoire non seulement de la Terre, mais aussi d'événements extérieurs, cosmiques ou peut-être artificiels. Le temps gelé de l'Antarctique, c'est aussi celui des expéditions perdues, effacées de l'histoire. Certains navires disparus ne furent jamais mentionnés dans les archives officielles. Certaines explorations n'existent que dans des rumeurs, comme si elles avaient été volontairement effacées du récit mondial. Ces trous dans la mémoire collective rappellent à chaque que le continent n'est pas seulement un lieu d'oubli, mais un lieu où l'oubli est organisé. On ne se contente pas de perdre des traces, on les efface. Les scientifiques eux-mêmes parlent parfois de cette impression étrange. Travailler en Antarctique, c'est entrer dans un espace hors du temps. Leurs journaux reflètent ce sentiment. Les jours et les nuits, prolongés à l'extrême, brouillent les repères. Mais au-delà de la lumière et de l'obscurité, il y a le sentiment que ce qu'ils vivent ne sera jamais raconté, que leurs observations seront gelées dans des rapports qui ne diront rien. Comme si le temps de leur découverte devait rester suspendu, inerte, prisonnier des glaces autant que des archives. Ce que les archives ne disent pas, c'est ce que la glace chuchote, que le continent blanc garde en lui une mémoire qui dépasse l'homme, et que cette mémoire est verrouillée par ceux qui la surveillent. Le temps y est gelé, non seulement parce que la nature le fige, mais parce que l'humanité choisit de ne pas le laisser couler. L'Antarctique devient alors une tombe, non pas d'événements disparus, mais de vérités interdites. Et ce silence organisé nourrit une impression inquiétante. Si tant de récits sont effacés, si tant de données disparaissent, ce n'est pas par hasard. C'est parce que le mur de glace derrière son apparente inertie cache quelque chose que le temps ne doit pas révéler. Peut-être une mémoire trop ancienne, peut-être une vérité trop dérangeante. Les archives, comme les glaces, ne livrent qu'un fragment. Le reste demeure enfoui, inaccessible, volontairement oublié. Ainsi l'Antarctique apparaît comme un immense livre fermé. Ces pages sont là, intactes, mais scellées. Et ce que les archives ne disent pas devient aussi important que ce qu'elles contiennent, car dans ce silence, une certitude résonne. L'histoire de ce continent n'est pas seulement gelée, elle est gardée. Et tant que cette garde perdurera, nous ne saurons jamais vraiment ce que le temps a figé sous la glace éternelle. Depuis le commencement de cette histoire, une question demeure suspendue, comme une ombre au-dessus du continent blanc. Qui protège réellement le mur de glace ? La nature, avec ses falaises glacées et ses tempêtes implacables, joue son rôle.
Les hommes, par leurs traités et leurs armées invisibles, renforcent la barrière. Mais derrière ces gardiens visibles, il y a l'impression diffuse d'une autre présence, une force invisible, silencieuse, qui veille sur ce seuil depuis des temps immémoriaux. Le mur de glace ne semble pas seulement être une limite géologique, il agit comme une frontière vivante, protégée par quelque chose que nous ne pouvons ni nommer ni comprendre. Les navigateurs qui s'en approchèrent, en premier parlèrent de sensations étranges, comme si un regard pesait sur eux. Les scientifiques modernes, malgré leurs instruments, rapportent des impressions similaires, le sentiment d'être observé, mesuré, averti. Ces expériences de séances ne s'expliquent pas par la science. Elles relèvent étant du ressenti, de l'intime, mais elles reviennent avec une telle constance qu'elles forment un motif récurrent. Comme si, au-delà des hommes et de leurs lois, une force invisible se tenait là, gardienne du secret. Ce gardien ne se manifeste pas de façon claire. Il agit dans le silence, dans les anomalies, dans les disparitions. Les expéditions perdues, les cartes effacées, les témoignages censurés semblent être les marques de sa vigilance. Chaque fois que l'homme tente d'aller trop loin, un mur, qu'il soit de glace, de brouillard ou de silence, se dresse devant lui. Comme si l'humanité, malgré sa curiosité insatiable, se heurtait à une volonté qui dépasse son pouvoir. Certains voient dans ce gardien invisible la main de la nature elle-même. L'Antarctique, disent-ils, protège son intégrité, refusant toute intrusion. Ces tempêtes, ces anomalies magnétiques, ces cavernes dissimulées seraient autant de mécanismes naturels qui maintiennent son secret. Mais cette explication rassurante ne suffit pas à dissiper l'étrangeté. Car la nature n'organise pas le silence des archives. Elle n'efface pas les cartes. Elle n'impose pas le mutisme aux témoins. Ici, une autre présence se devine, une main qui agit non seulement dans les glaces, mais dans les sociétés humaines elles-mêmes. D'autres imaginent un gardien plus ancien encore, une mémoire enfouie, une intelligence silencieuse née de la terre ou d'ailleurs, qui veille sur ce seuil comme sur une porte interdite. Les anomalies en magnétique, les apparitions célestes, les signaux mystérieux seraient les manifestations de cette présence. Non pas une créature visible, mais une force diffuse capable d'agir sur les perceptions, sur les instruments, sur le destin même des expéditions. Une entité qui n'a pas besoin d'apparaître pour imposer sa loi. Les mythes anciens semblent appuyer cette intuition. De nombreuses nos cultures parlaient honteux de gardiens invisibles postés aux confins du monde. Dans les légendes nordiques, les frontières glacées étaient surveillées par des forces colossales, endormies dans la glace. Les textes sacrés d'Orient évoquent des royaumes interdits, protégés par des esprits ou des divinités silencieuses. Ces récits, séparés par des océans et des siècles, décrivent pourtant une même idée. Aux limites de la Terre, quelque chose veille. L'Antarctique, par son mystère, incarne peut-être cette mémoire universelle. Les scientifiques réduisent au silence, les explorateurs revenus avec des récits fragmentés, les archives volontairement incomplètes. Tous participent à cette impression que le gardien n'est pas seulement naturel, mais qu'il agit à travers nous. Comme si les hommes, consciemment ou non, devenaient les instruments de cette vigilance. Ceux qui approchent trop près de la vérité finissent par se taire, volontairement ou contraints. Le secret se maintient de lui-même, protégé par une force qui s'exprime dans le silence collectif. Ce gardien invisible ne se laisse pas approcher. Il se manifeste par des absences, des vides, des silences. Il agit comme une ombre. On ne le voit pas, mais on sent son passage. Les anomalies magnétiques, les phénomènes lumineux, les restrictions humaines sont ses traces, et à travers elles, il impose une règle simple. Ce qui est derrière le mur ne doit pas être franchi. L'humanité, dans son orgueil, croit pouvoir tout explorer. Mais ici, elle se heurte à une limite intangible, une limite qu'aucune technologie, aucun traité, aucune volonté ne semble pouvoir briser. Le plus troublant, c'est que ce gardien invisible agit sans violence apparente. Il ne détruit pas, il détourne. Il ne se montre pas, il efface. Ses armes sont le froid, le silence, la confusion. Les expéditions ne s'écrasent pas sur des murs visibles, elles s'éteignent dans le brouillard de l'oubli. Les témoins ne sont pas réduits par la force, mais par le doute, par le discrédit, par la peur, comme si le gardien avait choisi l'arme la plus subtile, le silence. Ce silence, répété au fil des siècles, devient lui-même une présence. Ceux qui parlent de l'Antarctique évoquent toujours cette impression étrange, cette lourdeur invisible. Le continent semble plus qu'un territoire, il apparaît comme un sanctuaire. Et un sanctuaire, par définition, est toujours gardé. Peut-être le mur de glace n'est-il que la matérialisation d'une frontière spirituelle, d'un seuil que l'homme ne doit pas franchir.
Le gardien, dans ce cas, n'est pas une entité distincte, mais le continent lui-même, dans sa totalité. L'Antarctique serait vivant, conscient de sa fonction, décidé à protéger son secret. Cette hypothèse, troublante, transforme notre vision du monde. Car si un territoire peut agir comme un gardien, cela signifie que la Terre elle-même choisit ce qu'elle révèle et ce qu'elle cache. Dans cette lecture, l'Antarctique n'est pas seulement une énigme géographique, mais une volonté. Une volonté froide, silencieuse, inébranlable, qui conserve derrière ses murs une vérité que nous ne sommes pas encore prêts à recevoir. Ce que garde ce gardien invisible, nous ne le savons pas. Peut-être des vestiges d'un passé antédiluvien, une mémoire de civilisation disparue. Peut-être une vérité cosmique, un lien avec des présences venues d'ailleurs, ou peut-être simplement un savoir qui bouleverserait l'équilibre fragile de nos certitudes. Mais ce qui est certain, c'est que ce secret doit rester protégé. Car jamais, malgré nos efforts, nous n'avons réussi à percer le mur. Et chaque tentative, qu'elle soit maritime, scientifique ou militaire, s'est heurtée au même destin, le silence. Ainsi, le gardien invisible n'a pas besoin d'exister physiquement. Il se confond avec le continent, avec la glace, avec le temps gelé. Il est partout et nulle part. Il est ce que l'on pressent, sans jamais le voir, ce que l'on craint, sans jamais le nommer. Il est l'ultime rempart, celui qui s'assure que le mur de glace reste une frontière et non un passage. Dans cette perspective, l'Antarctique n'est pas seulement un désert blanc. Il est un sanctuaire gardé par une présence silencieuse. Une présence qui, depuis des siècles, détourne nos regards, efface nos cartes, réduit nos voix au silence. Le mur de glace n'est pas qu'une barrière physique, il est l'incarnation de cette garde invisible, et tant que cette force veillera, l'humanité restera au seuil, incapable de franchir la frontière. Le gardien invisible du mur n'a pas besoin de se révéler. Son silence est son arme, son mystère est sa force. Et dans ce mystère, une certitude s'impose. L'Antarctique n'est pas abandonné. Il est protégé. Et ce qui repose derrière ces glaces appartient à un monde auquel nous n'avons pas encore accès.